Pistonné le Mag, le rendez-vous du mercredi, le rendez-vous de la culture F1. On va vous raconter aujourd'hui de très très belles histoires. On va débattre aussi également d'une légende, Sébastien Vettel, qui va quitter la Formule 1 à l'issue de cette saison 2022. Notre plateau, comme d'habitude, Brice Germain, Hamza Ramani, deux belligérants aussi également à la course, à certaines courses de karting. Voilà, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a rendez-vous au Castellet, ce qui était le cas il y a une semaine, il faut en découdre sur la piste. Et il faut le dire, Hamza a été trahi par sa mécanique. Ah oui, d'accord. Donc on cite les problèmes qu'a eu Hamza et moi l'année dernière, c'est pas le cas. Non, je tiens à préciser que pendant un an, il se l'est raconté. Il a dit à tout le monde qu'il avait battu le vice-champion de France de karting 2013. Ce qui est vrai, puisqu'on a le classement encore aujourd'hui. Mais j'en ai quelque part rien à foutre. Et c'est ce qu'il a dit au président de la Fédération française des sports automobiles au Castellet. Oui, ça, c'est quand même génial. Il a dit ça, Nicolas Tichot. Mais tu te rends compte du boulard du gars. Non, c'est terminé, c'est fini. Il y a eu une course depuis, t'as été brillant, bravo à toi. Et je suis presque étonné de ne pas avoir été appelé par Aston Martin. Mais après... C'est vrai. T'as pas eu le tweet de Pedro de la Rosa, toi. En fait, c'est parce que je dis ça, je tiens à le rappeler parce que je m'en veux, parce que j'ai flingué son kart en qualification. Je l'ai démonté le kart en qualification, donc du coup je m'en veux un petit peu. Les gars, j'aurais aimé un peu d'honneur pour mon glow-up incroyable 2021-2022. 37,7, voilà. Ton temps, ouais, 7 dixièmes de la pole. Manu, on était très loin de ça. Avec la golfette, on était très loin de ça aussi. Franchement, chapeau bas. Exactement. Jean-Luc Roy, un vrai pilote qui est avec nous quand même aujourd'hui, qui a beaucoup plus de références que tous nos amis ici. Non, oui. Je ne me prétends pas pilote. Bonjour à tous. Moi aussi, par contre. Non. Disons gentleman, j'espère, driver et rider, puisque j'ai eu la chance de piloter des motos et des voitures. Mais journaliste avant tout, enfin j'espère. Exactement, on évoquera justement toutes tes références derrière un guidon et derrière un volant, Jean-Luc. T'es plus moto, t'es plus auto? Parce que quand on t'entend parler, on a l'impression quand même que t'as plus la fibre moto. Impossible de faire un choix, mais vraiment. Alors, évidemment, j'allais dire historiquement, la moto, parce que j'ai commencé par là. Je suis passionné pour les engins à moteur très très tôt. D'ailleurs, mes parents me racontaient toujours que la moto a failli me tuer à 5 ans. Alors, c'est très simple. J'étais en train de manger un bonbon. J'ai vu passer une moto. J'ai fait la moto et hop, ça s'est coincé. Mon père a dû me prendre à l'envers et taper dans le dos. Mais c'est vrai. C'est pas une anecdote. À l'heure, quoi. Ça aurait pu s'arrêter comme ça. Donc la moto a failli me tuer à 5 ans. J'étais pas dessus. Non, j'ai commencé la moto. J'avais 14 ans. J'avais pas le permis. J'avais pas l'âge. Mais j'avais des copains qui, eux, avaient des motos. Et voilà. Et j'ai jamais arrêté. Alors, je continue à faire de la moto. Pour le plaisir, c'est un état d'esprit, vous le savez bien, sur la route, il y a une mentalité formidable qui perdure d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est fantastique, il y a une solidarité, et puis pour moi, j'avoue que j'ai un a priori favorable avec tout motard, quel qu'il soit, je ne fais pas de discrimination là non plus, bon, les scouts c'est encore autre chose, mais je vais pas faire le puriste, le vieux puriste, mais bon, et donc j'adore l'automobile, mais qui a été évidemment inaccessible pour moi avant d'avoir 18 ans et mon permis, donc voilà, chronologiquement ça a commencé par la moto, je regarde tous les Grands Prix, enfin j'en ai commenté beaucoup à l'époque pour la 5, pour Eurosport, etc. Et pour RMC, mais non, je peux pas faire de choix, on peut pas choisir, j'ai deux amours. Jean-Luc, justement, les gens te connaissent aujourd'hui bien sûr pour ce que tu as fait sur RMC Sport. On remercie de RMC Sport d'avoir autorisé Jean-Luc Roy à venir dans les pistonnés aujourd'hui, parce que c'est pas le cas de tous les médias, encore une fois, d'autoriser leurs journalistes de venir dans notre émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver dans le Moscato Show notamment, où tu es l'expert F1. Est-ce qu'il pourrait y avoir un podcast F1 à l'avenir sur RMC? Je le souhaite ardemment. C'est une excellente question. C'est un projet qui est à l'étude. Moi, je l'ai proposé. Maintenant, ça n'est pas moi qui décide, mais c'est vrai que oui, c'est presque une évidence. Peut-être un jour, j'espère. Et on sera les premiers invités. Et on croise les doigts. Voilà. J'aime bien les gens qui s'invitent, tu sais. On prend en otage, tu sais. Bien évidemment, je vous rappelle que les pistonnés, c'est 3 rendez-vous par week-end de Grand Prix. Ça a commencé dimanche sur les antennes de Winamax TV avec Pole Position. Je vous invite à revoir cette émission avec Antoine Bedu, l'excellent Antoine Bedu, qui était, il faut le dire, la star du Castellet. Franchement, il a eu un succès fou, ce jeune homme à qui on souhaite le meilleur et le plus grand des avenirs, parce qu'il a fait une annonce lors de Pole Position et on l'embrasse bien sûr, notre ami Antoine. Et puis, bien évidemment, le débrief. Si vous ne l'avez pas encore vu, on a eu bien sûr les éclairages de Jean-Luc Roy sur la course du Grand Prix de Hongrie au Hungaroring. Et là, aujourd'hui, on attaque justement le magazine. Le magazine, voici le programme. Vous le voyez avec le débat Vettel. Quelle est la place de celui qu'on a appelé Baby Choumi? Alors, il y a une petite coquille. Petite coquille, Baby Choumi, le cannibale. Quelle est sa place justement dans l'histoire de la Formule 1? On évoquera aussi, bien sûr, Vettel, le gentleman, un peu loser du côté de chez Ferrari et Aston Martin. Et puis l'entretien, bien sûr, avec Jean-Luc, sa passion pour les sports mécaniques, les anecdotes, parce qu'il y a des histoires complètement folles qui ont jalonné la vie de Jean-Luc. Et puis, nous, il y a un aspect qui nous intéresse aussi énormément, c'est qu'on sait que la Formule 1 est un
est une discipline, on va dire, de plus en plus aseptisée. Et c'est ce qu'on a beaucoup aimé chez toi, c'est que tu casses et brises un petit peu tous ces codes. On évoquera notamment ton bouquin qui est sorti en 2018, Il faut sauver le soldat F1. On évoquera l'évolution justement de cette discipline qui est notre passion, bien sûr, à tous. Mais on attaque tout de suite avec le grand débat Sébastien Vettel qui va prendre sa retraite à l'issue de cette saison 2022. L'annonce aurait pu nous surprendre parce que depuis quelques semaines, Sébastien Vettel répétait à l'envi que oui, il avait envie de continuer, notamment au Castellet. Il avait eu cette déclaration en disant qu'il était toujours impliqué, toujours motivé. Et pourtant, jeudi, ça a été officialisé par Aston Martin. Sébastien Vettel se retirera à l'issue de cette saison 2022. Sébastien Vettel, on va essayer justement de refaire le fil un petit peu de sa carrière de Baby Choumi, le cannibale assoiffé de statistiques qui a tout gagné jusqu'au gentleman Sébastien Vettel, engagé notamment dans des combats politiques, mais commençons par la première partie de sa carrière. Le Baby Choumi, ce monstre de statistiques, plus jeune poleman de l'histoire, plus jeune champion du monde, 4 titres consécutifs, seul Fangio, seul Schumacher, seul Hamilton l'ont fait aussi également. Numéro 3 all-time bien sûr des vainqueurs en Grand Prix, la statistique, 53 Grands Prix gagnés par le pilote allemand. Et puis cette hégémonie Red Bull peut-être dont on ne parle peut-être pas assez. À chaque fois qu'on a comparé l'hégémonie Mercedes, on faisait le parallèle avec Ferrari et Michael Schumacher, 38 victoires glanées en 5 saisons chez Red Bull entre 2009 et 2014, 15 pole positions sur la seule saison 2011, 13 victoires, on en parlait dans le débrief, en 19 courses lors de la saison 2013. Il y avait eu notamment cette série écœurante, on va le dire ainsi, de 9 victoires consécutives en 2013 et puis les scénarios fous qui, je sais, ont dégoûté notamment Hamza et moi-même en 2010 et 2012 lors de cette lutte au championnat du monde contre Fernando Alonso. Juste une petite réaction, celle de Christian Horner, l'homme avec qui il est allé glaner le premier titre de Red Bull en Formule 1. Regardez ce qu'il disait sur cette période, Christian Horner. Il disait, je pense que ce qui ressortait chez Seb, c'était que dès le début, on pouvait voir qu'il était un jeune homme très concentré et son éthique de travail était totalement germanique. Il travaillait dur, il travaillait tard, il avait un grand sens de l'humour. Donc pour s'intégrer dans une équipe britannique, il a immédiatement embrassé la culture. Il s'est fait aimer dans tous les domaines de l'entreprise, qu'il se présente avec des chocolats, notamment pour les secrétaires, ou qu'il apprenne le jargon dans le garage. Revenons un petit peu sur le premier aspect de la carrière de Sébastien Vettel, parce qu'on a tout de suite dit que c'était le successeur de Michael Schumacher. On l'imaginait tout de suite, justement, contester, on va dire, tous les records du Baron Rouge. Allez, vas-y, Jean-Luc. C'est une... Non, excuse-moi, c'est vrai que non, c'est je rebondis. Non. Alors, oui et non, comme toujours. Bien sûr, bon, le talent était là. Alors, pour moi, il a vraiment explosé à Monza lorsqu'il signe la pole sous la pluie dans des conditions effroyables et qu'il gagne le Grand Prix. Par parenthèse, ce jour-là, mon pote Sébastien Bourdet est tout prêt. Il fait le 3e temps. Et puis après, il a un problème, il part derrière. Et sa course est complètement atomisée. Ça passe derrière. Et ça y est, tous les feux sont concentrés sur Sébastien Vettel, qui le mérite. Je ne suis pas en train de dire que ça aurait pu être un autre Sébastien Bourdet français qui aurait fait la carrière. Non. Mais oui, il était très proche. Et puis bon, après, on sait ce qui s'est passé. Pour en revenir à Vettel, bah oui, c'est pareil. C'est une pépite. On sent à son parcours, à sa détermination. Horner l'a dit. Pour que Christian Horner fasse autant de compliments à un pilote, effectivement, c'est bien parce qu'il s'en va, parce que sinon... Non, je plaisante, parce que c'est quand même un type qui a un double langage formidable. Mais là, il ne peut pas s'empêcher de rendre hommage à une période bénie de Red Bull, et puis c'était l'éclosion de l'équipe Red Bull en tant que telle, dont il est le patron, dont il est toujours le patron, et bon, c'est formidable. Alors là aussi, il fallait l'écurie, il fallait quand même Adrian Newey, le génial Adrian Newey, il fallait toute une équipe formidable, et puis c'était une période où la Red Bull était la meilleure, l'équipe était la meilleure et le pilote était le meilleur. Donc après, il a aligné les résultats. Oui, le cannibale. Alors j'aime bien et j'aime pas non plus. Le cannibale, ça veut dire bouffer les autres. Hein. Oui, c'est clairement. Ça, c'est un champion. Je crois que dans tous les domaines, aussi gentils soient-ils en apparence, quand ils sont dans leur domaine d'exercice et dans leur sport, ce sont des cannibales parce qu'il faut vouloir bouffer les autres, sinon on gagne pas. Donc c'est normal. Après, j'aime pas toujours les référents. Bon, il est allemand comme Schumacher. Bon, lui, il admirait, ce qui est normal, etc. Mais moi, j'aime pas trop. Moi, je le trouve beaucoup plus sympathique que Schumacher. Maintenant, est-ce qu'il était chez Red Bull? Parce qu'à l'époque, moi, l'image que j'avais de Sébastien Vettel, c'est que c'était un robot. C'était, si on devait faire une comparaison avec le foot, c'est Hollande. Ouais, complètement. Hollande. Exactement. Le mec robotisé qui n'a qu'un seul but, c'est gagner, aucune émotion. Il est là pour... Il a pulvérisé la saison 2011-2013. On a vu tous les records. Plus jeune poleman, plus jeune champion du monde, plus jeune...
Oui, c'est très très tôt. Record de victoire sur une saison, record de pole sur une saison. Victoire consécutive. J'ai l'impression que le Vettel Red Bull, c'était pas forcément le plus apprécié. On se souvient des sifflets, je crois que c'était à Singapour à l'époque, parce qu'il écœurait la concurrence. Eh oui. C'est normal, on n'est jamais sympa quand on écrase tout le monde. Voilà. C'est ça, et j'ai l'impression que le Sébastien Vettel époque Red Bull, c'est pas le Sébastien Vettel époque Ferrari ou encore moins celui d'aujourd'hui. Mais il y avait vraiment une notion de métronomie chez lui qui était absolument incroyable. Moi, j'ai un souvenir d'être à la parabolique à Monza en 2011. Je me souviens, Alonso il part 4e, il passe devant, tous les tifosi sont fous, mais lui, c'est qu'une question de minutes avant qu'il repasse devant. Et je me souviens du freinage de Sébastien Vettel, du rétrogradage de Sébastien Vettel. J'écoutais ça et c'était au centimètre près au même endroit à chaque fois, quoi. Enfin, vraiment, c'était 6, 5, 4, 3, je tourne, 6, 5, 4, 3, je tourne. Et t'avais la sensation qu'il était sur un rail, que c'était imbougeable et qu'il pouvait rien lui arriver. Alors, la conception de ces voitures était faite pour lui, et Red Bull a toujours été très forte pour mettre dans les bonnes dispositions son pilote phare par rapport à ça. Adrian Newey sait concevoir des monoplaces, j'ai envie de dire, clés en main pour leur pilote phare, n'en déplaise au deuxième pilote. Mais quand même, j'étais subjugué par le fait de voir un gars qui n'était pas un pilote, qui était une machine dans la machine pour faire performer la machine. Et c'est ça qui était écœurant, parce que Lewis Hamilton, sur la période Mercedes, moi je l'ai trouvé, alors c'est un ressenti encore une fois, mais moins écœurant, parce qu'on avait ce sentiment qu'il était peut-être à des moments faillibles, ou que d'autres pouvaient prendre la place. Quand tu vois le début de saison 2013, par exemple, où tu as victoire de Raikkonen, victoire d'Alonso, je ne dis pas de bêtises, victoire de Lewis Hamilton, tu as, il me semble 2013, c'est pas Maldonado. 2012, Maldonado. Je crois que tu as 6 vainqueurs différents sur les 6 premiers Grands Prix en 2013, je ne dis pas de bêtises. Quand tu vois la fin de saison, tu vois la manière dont finalement... Non. Il y a eu un changement de réglementation sur les pneus qui a explosé à Silverstone, qui a fait que derrière Red Bull a écrasé aussi la fin de saison. En fait, au début de saison, il y avait toujours un peu cette interrogation, mais à la fin de saison, sur la longueur, lui, il écœurait. Mais même en 2012, c'est serré jusqu'au dernier Grand Prix, qu'il se fait taper dans le virage 2 et qu'on se dit ah tiens, là peut-être il va faillir. Même là, il était écœurant. Et même la manière dont il est champion en 2010, il y a une froideur parce que c'est le moins bien classé des 4. Des trois, Hamilton, il était très très loin, il avait 24 points de retard. Et il y a une froideur dans le truc, c'est que Weber et Alonso se prennent l'épée dans le tapis dans une stratégie qui s'en mêle. Et encore, c'est même pas dit que, comme on en parlait avec Frédéric Ferret, que ce qu'a fait Red Bull sur Weber, c'est pas un harakiri où ils ont envoyé Weber pour favoriser Vettel. L'Australien, je pense, doit encore avoir un petit peu les boules, mais quand 2010, tu vois la froideur de ce titre, quand tu vois la froideur des 4 autres, le côté cannibale, c'est ça aussi. Il y a presque pas d'émotivité qui se dégage de ça. C'est net, limpide. Et quand tu voyais son regard de détermination, son doigt en l'air, son sourire d'enfant rageur qu'il avait à la fin, c'était un autre homme que celui qu'on voit maintenant, je trouve. Bien sûr, il a évolué. Ouais. 2010, il faut rappeler qu'il n'a jamais été en tête du championnat. C'est vrai, jusqu'à la dernière course. La saison. Exactement. Le vice aussi de Sébastien Vettel sur ces années Red Bull, je crois quelque chose de très intéressant que tu disais, Brice. Tu disais cette voiture était aussi également faite pour lui. Il avait également un rival et coéquipier au sein de chez Red Bull qui a sans doute... On en parlait, tu le disais avec Frédéric Ferret, qui a sans doute été sacrifié bien sûr en 2010, c'est Mark Webber. Il y a cet épisode du Multi-21 aussi également, cette consigne bien sûr à la radio qui n'est pas respectée. Ça c'est l'adage des grands champions, ça Jean-Luc, quand on regarde dans le passé, dans l'histoire de la Formule 1. Ben oui, c'est la personnalité, c'est le désir de gagner, c'est effectivement utiliser l'équipe, et l'équipe lui est acquise. Évidemment, il y a un moment quand on sait qu'on a le potentiel pour aligner les victoires et les titres, de toute façon c'est humain, hein. On se dit lui de toute manière il a une petite préférence, et puis le fait de ne pas obéir à toutes les consignes effectivement et de sortir de la ligne, un grand champion peut tout se permettre, hein, on le sait bien. Donc comme il est chez lui, c'est son écurie, en gros il fait ce qu'il veut, quoi. Regardez cette image, c'est pas le même mec, Ah non, maintenant. Je sais pas, j'ai l'impression de voir une rage, une détermination. À ce moment-là, on se dit qu'il va tout éclater Schumacher. Exactement. Il est champion de la F1 en 2013, donc il est de 87. Il a 26 ans. 4 titres à 26 ans. On se dit où est-ce que le bonhomme va s'arrêter, hein. C'est bien la suite de la carrière qui est malheureuse, mais à ce moment-là, c'est un rouleau compresseur et il est largement en avance sur tous les temps de passage à Lewis Hamilton à ce moment-là. Mais il y a aussi autre chose. Là, on parle de Red Bull. Toro Rosso, on en parle. La manière dont il fait émerger Toro Rosso, la manière dont il
place Toro Rosso comme un pion qui compte dans le championnat du monde, notamment en 2008. Il y a Monza, oui, il y a la pole, il y a la victoire, incroyable, mais quelque part, on peut se dire c'est circonstanciel, on peut parler de Maldonado qui fait un hat-trick en Espagne en 2012, il y a ce genre de choses. Et je vous rappelle que s'il n'y a pas Timo Glock, c'est lui qui enlève le titre à Lewis Hamilton au Brésil. La Toro Rosso, il la place dans le top 8 assez régulièrement après Monza. Et il prend une confiance très, très forte après ça. 2009, en fin de saison, Vettel remonte comme un boulet de canon sur les Browns et Vettel termine devant Rubens Barrichello au championnat du monde, alors que les Browns ont pris une avance phénoménale sur le tout début de saison. Oui, donc, la première moitié. Oui, donc on retient 2010-2013 et on retient Sébastien Vettel est champion du monde 4 fois parce qu'il a la voiture dominante. Mais ce qu'il fait avant prouve qu'on a une étoile montante dans ce sport qui peut rivaliser avec Lewis Hamilton. Et je pense que c'est pour ça qu'on a autant de regrets sur la période post-Red Bull, parce qu'à l'époque où on s'est dit Ferrari, Mercedes, des voitures sensiblement qui peuvent jouer la gagne, les 2 étoiles montantes qu'on a vues à la fin des années 2000, on n'a pas eu droit à ce duel à aucun moment. Et à aucun moment, il y a eu ces voitures-là. C'est arrivé en 2017-2018 à peu près, et ça a terminé en autre boudin. Je pense que c'est ça qui est décevant un petit peu quand on regarde. Et on va en parler bien sûr de cette deuxième partie de carrière, mais juste pour rester sur celle-ci, il y a aussi une chose à dire, c'est qu'il y avait une certaine adversité. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, j'en oublie Kimi Raikkonen. Jenson Button. Exactement, Jenson Button. Il y avait quand même en tout cas un plateau de pilotes qui était très important. Moi je voulais revenir avec toi, Jean-Luc, aussi également sur une chose. C'est, tu le disais tout à l'heure, tu parlais de ton ami Sébastien Bourdet qui a fait bien sûr équipe chez Toro Rosso avec Sébastien Vettel. Quel était le regard de Sébastien Bourdet qui au début rivalisait avec Sébastien Vettel chez Toro Rosso? C'était son premier ennemi, entre guillemets. Lui, il avait déjà un palmarès construit aux États-Unis avec ses 4 titres Champ Car. C'était pas un jeune loup. Il avait bien compris qu'on lui mettait là dans les pattes, effectivement, la pépite, celui sur lequel, on va être cru. Je pense qu'il a tout de suite compris, Seb, que les regards, les espoirs, parce que c'était un pur produit Red Bull, ce que n'était évidemment pas Seb Bourdet. Donc il y avait du potentiel à venir et sur le long terme. Donc après, on sait que Seb a de multiples qualités, mais en termes de réglage, il faut une voiture comme il aime pour être capable d'attaquer. Et apparemment, il l'a démontré sur d'autres. C'est pas du tout une critique, une réserve. Bien sûr. Alors que Vettel, lui, il se posait pas de questions. À l'âge qu'il avait, de toute manière, il envoyait la soudure, comme on dit, puis il faisait avec ce qu'il avait et avec ce talent absolument éclatant, confirmé par la suite. Donc, bien sûr que c'était son premier adversaire, mais il a rapidement compris, Seb, que de toute façon, on l'écoutait moins qu'on écoutait Vettel, alors qu'il était très jeune. Voilà, c'était sûr que on a vu la politique de Red Bull par la suite avec Vergne aussi. Voilà, avec Vergne. Alors, il est resté longtemps quand même, Jean-Éric, on ne peut pas enlever ça. Il est resté presque 4 saisons, je dis pas de... mais quand Ricciardo passe devant, c'est pas forcément juste à ce moment-là. Oui. Non, mais bon, c'est la politique du docteur Helmut Marko et de Red Bull avec l'écurie junior. Bon, c'est comme ça. On peut critiquer ou pas critiquer. Le succès est là. Le succès a été là. C'est pas très humain, on est bien d'accord. Mais bon, ça fonctionne. Personne ne peut dire le contraire. Alors après, effectivement, il ne faut pas, entre guillemets, rater une marche où il ne faut même pas, là non plus, faire preuve d'individualisme ou revendiquer quoi que ce soit, parce que, on a vu, il y en a eu, la liste est longue, et encore malheureusement, Pierre Gasly, qui quand même, il est toujours dans le giron, mais il l'a payé durement, et d'autre part. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux, l'écurie leur appartient. Donc, sur sa première partie de carrière, il y a eu, depuis l'ouragan Verstappen qui a tout défiguré, mais Vettel, c'est quand même un début de carrière assez impressionnant. Tu le disais tout à l'heure, BM, Toro Rosso. Il faut quand même comprendre, pour les jeunes qui nous regardent, qui ont 12 ans, ils n'ont pas connu ce Sébastien Vettel. Donc pour eux, Sébastien Vettel, c'est le loser Ferrari et c'est le clown, avec tout le respect que j'ai pour lui, Aston Martin, qui arrive avec des t-shirts, avec ses causes, etc. Mais Sébastien Vettel, la première partie de carrière jusqu'à Red Bull, c'est un monstre, c'est un phénomène. Ce qu'on voit aujourd'hui avec Verstappen, Vettel, était peut-être encore plus frappant. On est bien d'accord que fin 2013, fin 2013, dans les esprits de tout le monde, Lewis Hamilton n'existe presque plus. Complètement. C'est Sébastien Vettel, le roi de la Formule 1. Et à ce moment-là, on se rappelle, on se dit, Lewis Hamilton qu'on nous a annoncé comme étant... ou même Fernando Alonso, de la même manière, qui a fait tomber Schumacher, tu vois. Il y a une rédemption de Lewis Hamilton avec l'air hybride et ce move chez Mercedes, dont la signature avec la concordance de Niki Lauda, avec tout ce qu'a mis en place Mercedes, tout ça est à mettre à leur crédit et ramène Lewis Hamilton et la nouvelle réglementation radicale sur les moteurs. Bien sûr. Parce Hamilton, après, je crois, 7 ou 8 ans de carrière, du coup, il a qu'un seul titre de champion. Et il a 20 victoires.
Il a commencé 21 chez McLaren. Ouais, 21. 2007, tout simplement. Donc, effectivement, on est en 2014. Effectivement. Il a 7 saisons, il a 21 victoires. Ça n'a rien à voir avec les 83 qu'il allait chercher derrière. Hein. Le point de bascule, est-ce que le point de bascule, justement, ne serait pas cette saison 2014 où Red Bull n'est pas au niveau de Mercedes, où il y a un jeune loup qui arrive chez Red Bull à côté de Sébastien Vettel qui s'appelle Daniel Ricciardo, qui domine. Alors au classement, bien sûr, si on prend l'aspect comptable à l'issue de la saison, qui domine justement ce quadruple champion du monde, qu'est-ce qui se passe en 2014, Jean-Luc, à ce moment-là? Baisse de motivation de la part de Sébastien Vettel qui a besoin d'un nouveau challenge, ou réellement Daniel Ricciardo qui, cette saison-là, est beaucoup plus fort? Je pense que, encore une fois, un peu comme cette année, c'est un des changements les plus radicaux de réglementation auxquels on est assisté depuis longtemps. Avec l'ère totalement hybride qui débute, bon, là aussi, on donne des gages aux écolos. Enfin, là, on peut en parler ad vitam. Est-ce que ça sert à quelque chose, puisque ces gens-là veulent nous tuer, ils veulent tuer le monde des sports mécaniques qui ne sert à rien, qui pollue, qui tourne en rond. Enfin bon, les arguments, on peut tous les utiliser. Comme je dis toujours, pourquoi il y a encore de la boxe? On met deux types entre deux cordes, ils se tapent sur la tronche jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Bon, c'est pas moral, c'est pas un exemple à montrer aux enfants. Enfin bon, je veux dire, dans la bien-pensance en général. Donc, le sport mécanique ne sert à rien. Donc, donner des gages, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là? Mon opinion, c'est évidemment non. Parce que le changement était radical. Puis maintenant, ce sont des camions. On a pris 250 kilos. Enfin, par rapport à la vivacité des monoplaces qu'on a connues. Puis dès qu'on ressort une ancienne monoplace, et on le voit à chaque fois. Les frissons. Voilà, tout le monde a les frissons, tout le monde a les poils. On se dit, ah oui, c'était ça la Formule 1. Oui, c'était ça la Formule 1. Alonso à Abu Dhabi. Exactement. Exactement. Mais je sais pas si tu as vu cette image, Jean-Luc, mais le visage de Lewis Hamilton au moment où il entend Fernando Alonso à Abu Dhabi passer, complètement. c'est Lewis Hamilton, il a tout connu et c'est un bébé. Attends, il a 5 ans. Quand on arrivait sur un circuit à l'époque, on reconnaissait les monoplaces avant de pénétrer sur le circuit. Parce qu'effectivement, tu avais une diversité de moteurs aussi, c'était pas standardisé. Et puis les moteurs faisaient du bruit. Ah, le bruit, quelle horreur. Alors bon, qu'on les réduit en partie, là aussi je peux comprendre. On les éteint. Toujours, on change rien. Mais là, on l'a lobotomisé. Enfin, on le sait bien d'ailleurs. À l'orée de la saison 2014, rappelez-vous en Australie, les enregistrements des spectateurs, la Formule 1 c'était ça, et maintenant c'est ça. Et tout le monde disait c'est une cata. Donc on dérive. Mais pour en revenir au sujet, il y a eu un changement de réglementation absolument radical que Mercedes a anticipé beaucoup mieux que les autres et les ingénieurs ont mieux travaillé avec sûrement des moyens, encore une fois, démentiels, colossaux. Et donc du coup, changement d'air. Voilà. Changement d'air. Ce qui est intéressant de noter, tout à l'heure tu parlais de Hamilton avec ses yeux. Hamilton, Alonso, Vettel, ce sont les 3 derniers pilotes, et du coup il en restera plus que 2 à la fin de la saison, qui ont connu le ravitaillement, la F1 avec ravitaillement, l'ancien système de points, une F1 sans les pneus Pirelli, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est vraiment... Il y a un esprit qui découle de ces mecs-là, du coup, aussi. Malheureusement, je pense que pour eux, là, ils sont là parce qu'aujourd'hui, la Formule 1, elle est comme ça et ils n'ont pas le choix. De toute façon, pour concourir en F1, il faut être présent avec ces F1. Mais je pense que pour eux, il faudrait leur demander, mais le plaisir qu'ils devaient prendre à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il soit similaire aujourd'hui. Il y a un autre aspect, je reviens sur Vettel, il y a un autre aspect sur lequel on peut se rendre compte de l'aura qu'avait Sébastien Vettel à l'époque. Moi, c'est mon avis. Après, je comprends qu'on ne le partage pas, mais je trouve que la cote qu'a Daniel Ricciardo encore aujourd'hui vient du sentiment laissé en 2014 d'avoir lui battu Sébastien Vettel. Parce que si on étudie la carrière, moi, vraiment, je te le dis. Mais derrière, en fait, il fait quoi, Daniel Ricciardo? Il gagne des courses. Il gagne des courses, il gagne des titres? Non, mais il gagne des courses. C'est quand même la priorité. Qui il a à côté de lui après? Max Verstappen. Daniel Kvyat et Max Verstappen. Il n'y en a pas eu d'autres non, je crois pas. Il se fait battre par Max Verstappen, il bat Daniel Kvyat. Battre Daniel Kvyat ne me semble pas être quelque chose hors de portée, excusez-moi. Ensuite, il fait jeu égal, mais commence à tomber dans les griffes de Max Verstappen, qui lui est en éclosion. Et derrière, il est tombé avec Renault et McLaren. Mais la cote, le salaire de Daniel Ricciardo, le côté, c'est le futur pilote Ferrari, où les tifosi étaient là, oui, viens chez nous, s'il te plaît, Daniel. Ça vient, je trouve, de 2014, où il éclate Sébastien Vettel. Et c'est la chute du roi. Explique-moi alors. Je vais te donner les raisons. Entre-temps, c'est un pilote qui a gagné en Formule 1. 7 victoires 7 C'est un pilote rapide, c'est un pilote qui se bat avec son coéquipier Max Verstappen. À ce moment-là, il est en éclosion, mais on sait tous que Verstappen, c'est le crack. Moi, je ne suis pas forcément d'accord, je ne suis pas forcément convaincu que le fait qu'il ait battu Sébastien Vettel en 2014 lui donne cette légitimité sur l'ensemble de sa carrière. Non, mais il a fait des choses qui ont aidé. Mais je trouve que l'instant où on se dit Daniel Ricciardo,
Parce que c'était HRT avant Daniel Ricciardo, c'était Toro Rosso. C'est les Formule 2 de. Ah, mais attends, Daniel Ricciardo, quand il arrive chez Red Bull, je vous rappelle qu'en France, en tout cas, il est contesté parce qu'il y a Jean-Éric Vergne, on se dit que c'est pas net non plus entre Vergne et Ricciardo. C'est pas net, et que c'est parce qu'il y a zéro débat à la fin de la saison 2014 parce que il a gagné contrairement à Vettel en 2014. Il gagne la Hongrie, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc non, Canada ou Hongrie. Hongrie, Ricciardo, il gagne la Hongrie. Bref, c'est pas le sujet. Moi, je trouve que c'est pour mettre en lumière Sébastien Vettel. Complètement. C'est que si aujourd'hui il y a eu cette ascension, il y a eu ce respect à la base, c'est parce que le gars a mis fin à Sébastien Vettel. Et c'est le seul sur lequel on avait une valeur étalon, puisque Mercedes était beaucoup trop haut et qu'il fallait juger Sébastien Vettel par rapport à son équipier, un équipier qui découvrait Red Bull, alors que lui sortait de 4 titres et il est arrivé, il a tout balayé. Donc, c'était quand même pour dire le niveau de l'exploit qu'était de base Sébastien Vettel. Je ne sais pas si c'est le niveau de l'exploit ou si c'est la démotivation. Non, pas la démotivation, le changement de réglementation. Sébastien Vettel, c'était le brillant pilote de l'ère V8 qui s'est retrouvé en difficulté avec les moteurs hybrides. On peut aussi voir, et moi je le vois plus sous ce prisme. Le pilotage a changé pour s'appuyer également. Avec les V6 ? Oui, parce que les pilotes ont tellement de choses à faire sur le volant. Ouais. Ils le disent eux-mêmes. Souvent, ils disent on n'a plus le temps de piloter. Non, mais c'est terrible. Parce que pour nous, le pilotage, c'est quoi ? C'est accélérer plutôt que les autres. Voilà, c'est tenir la trajectoire, c'est glisser le moins possible, c'est freiner tard, on l'a dit. Oui, c'est l'instinct. Bien rétrograder. Maintenant, il y a tout ça. Plus le reste. Tu appuies sur ça parce que tu dois régurgiter, j'aime bien le mot, tu dois régurgiter la puissance électrique, tu dois machin, tu dois stocker, Enfin, il y a toute une gestion, j'allais dire, de la centrale de l'ordinateur, puissance. ouais. Voilà, tu as 6 éléments, tu n'as pas un moteur à gérer avec une boîte de vitesse et un embrayage entre les deux, non. Tu as tout un train de mesure et puis tu as l'ingénieur qui dit sans arrêt, fais ça, fais ci. Dommage. On passe en mode machin, enfin, bon, etc. Là, on pourrait épiloguer aussi. Disons que la nature du pilotage a changé. Et à la faveur de ce changement de réglementation en 2014, eh bien effectivement, l'effort n'est plus le même, me semble-t-il, pour les pilotes. J'ai une question, moi, du coup, juste, est-ce que tu penses, Jean-Luc, que quand on voit des pilotes comme Sébastien Vettel qui étaient monstrueux à cette époque, et quand on voit ce changement si radical à partir de 2014, est-ce que la modernité de la F1 a tué ces pilotes instinctifs, selon toi ? C'est une évidence que ce ne sont pas les mêmes qualités qui sont demandées. Alors, là aussi, il ne faut jamais faire de hiérarchie. Je ne vais pas dire que Juan Manuel Fangio était meilleur que Jackie Stewart. C'est stupide et on ne peut pas y arriver et on n'y arrivera jamais. Ou Ayrton Senna, on n'y arrivera jamais. Après, il y a le côté affectif aussi. Il y a l'époque que nous avons tous vécue ou pas vécue. Vous la vivez à travers les témoignages des vieux machins comme moi, ou vous la vivez à travers les images que vous pouvez regarder ou ce que vous pouvez lire. Mais bon, nous, on l'a vécu. Voilà la différence. Et c'est pour ça que on en parle. C'est dans tous les domaines de la société, de la vie. Nous, on a vécu des choses que malheureusement, parce que c'était souvent très heureux, vous ne vivrez pas. Vous vivrez autre chose. Je n'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien. Je dis que c'est différent. Alors, pour en revenir au pilotage, le pilotage a notablement évolué. Moi, je suis très proche, on en parlait tout à l'heure, de Patrick Tambay, qui est mon ami depuis longtemps. Patrick, c'est pareil. Moi, il me racontait toujours qu'à Monaco, il terminait 3200 ou 3400 changements de vitesse avec la paume en 100, tous les pilotes. Parce qu'à l'époque, il y avait un tout petit volant grand comme ça, il n'y avait pas de direction assistée. Alors, je veux dire, on se dit... Et puis, bon, il passait, pareil, au ras des trucs, et il fallait tenir toute la durée du Grand Prix, qui était en général de 2 heures, et tenir le volant d'une main, parce qu'il fallait changer de rapport. Bon, c'est plus du tout la même chose. Je veux dire, en termes physiques également, il faisait une chaleur effroyable, il y avait des vibrations terribles, enfin, on en rajoute, et c'était horriblement dangereux. Bon, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose du tout. Déjà, quand l'engin a pris 250, 280 kilos, non, mais c'est forcément plus la même chose. Voilà, les pneus sont pas du tout les mêmes. Enfin, l'aéro, alors c'est du pilotage, c'est de la Formule 1, mais c'est différent. Est-ce que les pilotes de l'époque seraient bons aujourd'hui ? Incapable de répondre. Là, je crois que personne ne peut le dire. Et ceci explique peut-être la deuxième partie, l'autre visage aussi également de la carrière de Sébastien Vettel. Moitié soleil, moitié pluie. Je ne sais pas si vous avez la référence chez vous, bien évidemment. Mais ce passage entre le cannibale au gentleman loser. Regardez plutôt avec ce tableau, le petit récap. Déjà, il y a le passage chez Ferrari en 2015. Est-ce que ce n'a pas été, ou ce n'est pas aujourd'hui, une ombre au tableau justement de Sébastien Vettel, accueilli en héros, sorti par la petite porte aussi également en 2020. Lui qui
et ça c'est je pense quelque chose qui nous aura marqué, n'aura pas pesé bien sûr dans la lutte avec Lewis Hamilton, le fameux tournant d'Hockenheim 2018 où on pensait tous que c'était sa saison, le titre lui était promis en tout cas, et cette erreur dans le troisième secteur qui l'envoie directement dans le mur et qui restera peut-être comme une fracture ou en tout cas une plaie pour Sébastien Vettel, dominé ensuite par Leclerc en 2019 qui entraînera son départ de la Scuderia, et bref aucun titre, un petit peu à la manière d'un Fernando Alonso avant lui avec l'écurie italienne. Et puis cette fin de carrière où, et Bernie Ecclestone, vous allez voir, le dit très bien, on avait l'impression qu'il était un petit peu plus militant que pilote quelque part. Depuis qu'il était arrivé chez Aston Martin, où on espérait le voir rebondir dans cette Mercedes rose devenue verte, bref, Mercedes n'y était plus pour rien là-dedans. Son engagement, bien sûr, en tant que directeur du GPDA, ses prises de position, on s'en rappelle notamment du côté de l'Arabie Saoudite l'année dernière, ses combats sociétaux aussi. Regardez ce que disait Bernie Ecclestone. Alors Bernie Ecclestone, dans tous les médias, on n'a plus le droit de le citer puisqu'il est plus politiquement correct, mais Bernie Ecclestone a connu bien sûr ces périodes-là, et c'est pour ça que sa citation est intéressante. Il n'est pas aussi concentré qu'avant. Avant, il gagnait des courses, il ne savait pas ce qui se passait dans le monde et ne s'en souciait pas. Maintenant, il s'en soucie et pense à l'avenir du monde. Je pense qu'il a raison, mais je ne pense pas qu'il devrait utiliser sa position pour cette raison. La question est plutôt de savoir s'il a décidé d'être un politicien ou un pilote de Formule 1. Bon, Bernie Ecclestone, c'est un peu l'homme qui ne s'est jamais vraiment soucié de l'avenir du monde quelque part. Donc voilà, c'est la petite phrase. Comment on explique ces deux visages à la carrière de Sébastien Vettel ? C'est vraiment deux carrières quelque part. Moi, je dirais le mûrissement, l'évolution, tous dans notre vie personnelle. On a à peu près une ligne directrice, mais on est amené forcément à corriger un peu. Surtout, plus on est jeune, en général, c'est pas trop mon cas, mais plus on est tranché, je veux dire, plus on a des opinions décisives et plus on est certain d'avoir raison. Et c'est normal, c'est l'apanage de la jeunesse. Après, la vie, l'expérience, les déconvenus, les malheurs, les événements qui te frappent te conduisent à modifier, en général quand même dans le bon sens, parce que rien n'est blanc, rien n'est noir, c'est du gris clair au gris foncé, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'on modère et qu'on tempère ses opinions. Je crois que c'est le cas de Vettel qui a mûri vite, et les difficultés, je pense, effectivement, c'était le cannibale, ça se passe moins bien, il change d'équipe, c'est pas, et là, il se met à réfléchir. Et sincèrement, c'est pas une surprise qu'il quitte la Formule 1. Et moi, je pense que c'est cohérent. Parce que quand on est, comme le disait Bernie, moi je le cite volontiers parce que c'est quand même un génie à tout niveau. Après, il a ses opinions, il fait de la provoque, on est bien d'accord. Bien sûr, il fait de la provoque, il se régale. Et il a des amis politiquement incorrects. Il en a plus rien à faire, il a 91 ans, et voilà, sa vie est... Toujours en forme. Oui, non, mais ce qu'il dit n'est pas stupide du tout. À un moment, si on se veut militant écologique, comme on l'évoquait tout à l'heure, faut pas rouler, faut pas faire de compétition automobile, c'est une évidence, faut être cohérent, j'aime bien ce mot. Cohérent avec ses opinions profondes, il a le droit de les avoir, et puis utiliser effectivement la Formule 1, avec cette espèce de grand écart auquel on assiste aujourd'hui de manière, j'allais dire générale, avec la Formule 1 qui essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, grotesque, et c'est lamentable. Voilà, donc il a raison, Bernie. Petite anecdote, faut quand même rappeler aux gens qui n'étaient pas forcément sur le circuit, au Paul Ricard, Sébastien Vettel était le seul à pas avoir une voiture de luxe, mais un Dacia Duster. Dacia Duster, exactement, garé sur le parking. Ça nous a fait rire. Ouais, complètement. C'est un peu c'est de la communication aussi. Aussi. Mais alors, parce que tout le monde le regarde. J'ai adoré. Oui, forcément. Et surtout que si vous êtes au parking des pilotes, il y a des surtout quand on roule sur Aston Martin, en fait. Mais Tsunoda, Honda Civic. C'est qu'il utilise lui aussi les leviers de la communication. La preuve, on en parle. Voilà. Le passage chez Ferrari, ça le tue, les gars. Moi, je trouve que c'est la durée chez Ferrari, pas le passage. Ce qui tue son image, c'est Hockenheim 2018. Cette image, elle tue son image en tant que pilote, parce que je trouve que lorsqu'il quitte Red Bull pour arriver chez Ferrari, il est quadruple champion du monde, mais il y a quand même une question de légitimité. Est-ce qu'il aurait pu faire ça ailleurs que chez Red Bull ? Est-ce Red Bull ou Vettel qui a remporté les 4 titres ? Je pense qu'il y a un juste milieu. Un pilote ne remporte jamais un championnat sans sa monoplace, et le pilote fait aussi la différence par rapport notamment à son coéquipier. Mais lorsqu'il quitte Red Bull pour aller chez Ferrari, on se dit, moi à l'époque je me dis, pour rentrer dans la légende Formule 1, parce qu'à quadruple champion du monde, tu es déjà dans la légende, et puis il n'y avait pas Hamilton à l'époque, donc tu étais 3e dans la hiérarchie, tu te dis, si tu deviens champion chez Ferrari, là tu es quelqu'un. Là, t'es limite monsieur Formule 1. Et puis, c'est l'ambition de tous les petits garçons à être champion du monde avec Ferrari. Mais même Sébastien Vettel, il le disait à l'époque. Et finalement, pour lui, quand t'arrives en 2017, 2 écuries. Et quand t'arrives 2017, 2018, surtout 2018, Hockenheim, il a la monoplace, il est en tête du championnat.
En plus, on se souvient de ce week-end, il faut le rappeler, le problème de Lewis Hamilton en qualification, je crois que c'était en Q3 ou en Q2, il doit abandonner. Sébastien Vettel qui est premier. Qui claque une pole monumentale ce jour-là. Et à ce moment-là, je crois que c'est même Hamilton qui gagne la course. Enfin, c'est le tournant de la saison. C'est, moi, j'ai envie de dire, le tournant de la seconde carrière de Sébastien Vettel, qui, malheureusement pour lui, n'a jamais remporté ce titre. Et en fait, le problème, c'est que Alonso n'a jamais remporté le titre chez Ferrari. Tout à fait. Mais je suis pas sûr, sur la saison 2012, par exemple, qu'on puisse reprocher à Alonso de ne pas avoir remporté le titre. 2010, on dit souvent, Abu Dhabi 2010, Ferrari a envoyé Alonso dans le mur. En fait, Sébastien Vettel ne nous a même pas offert l'opportunité de dire c'est Ferrari qui a envoyé Sébastien Vettel dans le mur et qui lui a enlevé le titre de champion. Mais après, Sébastien Vettel, il y allait tout seul dans le mur chez Ferrari. Mais ils l'ont rapidement dégoûté aussi, parce que 2015, il gagne sa première course au deuxième Grand Prix, si je dis pas de bêtises, en Malaisie. Et là, je crois que 2014, il n'y a pas de victoire pour Ferrari. Donc, il y a un grand champion là qui arrive. Ça revient vite, ouais. Schumacher est là. Enfin, c'est un peu ça. Schumacher is back. Et Vettel gagne un petit peu de temps en temps. 2016, 0 victoire. Rien. Et là, il commence à y avoir un doute sur le fait de dire Ferrari est-elle capable. 2017-2018, 2 monoplaces à peu près performantes pour faire quelque chose. 2018, Vettel a enfin la monoplace pour. On est à 4-4 en termes de titres avec Lewis Hamilton. Il y a un côté duel de grands champions qui va se présager. Et qu'on attendait depuis des années. Sauf que dans la tête de Sébastien Vettel à ce moment-là, lui, il sort de 3 saisons de construction avec Ferrari. Ils sont comme ça. Il n'y a pas de ligne directrice. Ça fait bien, on le voit, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas de ligne directrice chez Ferrari, donc on le voit bien. Et du coup, effectivement, je pense que c'est un trait commun aux pilotes Ferrari depuis 2008. Il y a ce côté, si c'est pas maintenant, c'est jamais, parce que je sais pas si j'aurai la voiture l'année prochaine, tellement l'écurie, elle est comme ça. Et quand t'as pas la sécurité que t'amène l'écurie, bah, tu peux avoir des moments où tu te dis, putain, si je me rate, c'est la merde. Il faut pas que je me rate, Qu'est-ce qui se passe quand tu te dis, faut pas que je me rate? Tu te rates. Et puis, il y a une triple signification, si je peux me permettre, mesdames, messieurs, bonsoir, parce qu'il est allemand, ça se passe à Hockenheim, dans le stadium d'Hockenheim, devant son public, il y a sûrement ses amis, sa famille qui sont là, il se met en plus d'une manière un peu pataude, un peu maladroite. C'est pas la magnifique sortie à 250 parce qu'il était au rasoir. Non, il est dans ce virage là qui est pas très rapide, qui est sans grand intérêt. Paf, il bloque et bim, il va finir dans le truc. C'est un peu grotesque. Enfin, j'ose le dire. C'est un accident, mais c'est même pas un gros crash, tu vois. C'est un truc. Donc, en Allemagne, chez lui, effectivement, avec les espoirs, c'est symbolique. Voilà, on se dit, ça y est, c'est foutu. Et c'est symbolique aussi de le voir craquer mentalement, parce que quand on a parlé de la première partie de sa carrière, notamment chez Red Bull, jamais on n'aurait pu imaginer voir Sébastien Vettel craquer. Mine de rien, c'est le déclic, parce que c'est la première année au moment des négociations de contrat pour le deuxième pilote, à savoir Kimi Räikkönen, qu'on ne l'écoute plus. Alors que jusque-là, il a dit « je veux Kimi Räikkönen à côté de moi » et on l'a écouté, parce que je pense que Ferrari aurait viré Räikkönen depuis un moment pour à la rigueur chercher mieux, parce qu'il n'était pas impliqué en fin de carrière. Là, à ce moment-là, il reste 4 mois de saison. Bon, mon petit pote, ce sera Charles Leclerc l'année prochaine. Et ils lui ont pas laissé le temps d'essayer de performer réellement contre Charles Leclerc, qu'on lui a dit début 2020, c'est terminé. On n'a même pas proposé un renouvellement à Sébastien Vettel. On lui a dit, c'est terminé à la fin de l'année. Donc, constat d'échec. Ce mi-2018-là, Vettel a fait cette problématique, mais Ferrari ne l'a pas mis dans les bonnes conditions pour faire les bonnes choses. Et Ferrari, depuis 2008, n'a mis personne dans les bonnes conditions pour faire les bonnes choses. Alonso n'a pas été dans les bonnes conditions. Tu le rappelles souvent. Combien de fois il a joué des championnats avec un tracteur? Il faut être clair, Alonso 2012, il joue le championnat jusqu'à la dernière course parce que Red Bull a les problèmes de fiabilité avec Renault. C'est aussi quand même, faut le rappeler, il y a la fiabilité Ferrari qui lui permet de terminer toutes les courses, sauf les 2 où il est craché par Grosjean à Spa et Räikkönen à Suzuka. Mais c'est pas la performance de la Ferrari qui l'envoie au titre, au presque titre. Et ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que Vettel a dû surmotiver Ferrari pour y arriver. Et au bout d'un moment, en fait, c'est l'inverse qui se passe, quoi. Donc, je pense que c'est des choix de carrière aussi. Je pense que Vettel n'a rien perdu de son talent, mais à un moment donné où, en fait, ce qu'il était en 2013, c'est plus le même homme. Et c'est plus le même homme parce qu'il a vécu de terribles désillusions pendant 4-5 ans qui font qu'aujourd'hui,
il peut pas être le même que le mec qui a tout bouffé avant. Justement, si on doit faire un point global sur la carrière de Sébastien Vettel avec ces deux grandes parties qu'on vient d'expliciter, d'extrapoler en tout cas dans l'analyse du passage de Sébastien Vettel en Formule 1, je ne vais pas vous poser la question de quelle est sa place dans l'histoire, parce que Jean-Luc l'a très bien dit, dans cette émission, on s'interdit de comparer les champions du monde, surtout lorsqu'ils sont d'époques complètement différentes. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un double regard sur sa carrière. On pourrait prendre par exemple l'aspect statistique qui ferait de lui l'un des tout meilleurs, en tout cas, de l'histoire de la Formule 1. Qu'est-ce qu'il y a, Brice ? Je crois qu'il y a une erreur. Sur le nombre 290 GP. Il sera à 300 à Abu Dhabi. C'est 299 engagements, c'est-à-dire présence sur un Grand Prix, et 290 il y a 9 Grands Prix. Voilà, et 290 Grands Prix disputés en effet. Lorsqu'on voit les statistiques, on se dirait, ok, il est au panthéon, on va dire, des plus grands pilotes de l'histoire. Maintenant, il y a, vous l'avez dit, cette deuxième partie de carrière qui pose question, qui remet peut-être même en perspective, ou en tout cas sa première partie de carrière. Où est-ce que vous le placez un petit peu quand même, Sébastien Vettel ? Est-ce qu'il est vraiment parmi les tout meilleurs, ou est-ce qu'il est dans cette deuxième catégorie, cette table juste à côté des GOAT de ce sport ? Statistiquement, il y est. Est-ce qu'on juge uniquement par la statistique ? Regarde, tu vois, plus jeune champion du monde, plus jeune poleman. Verstappen, il a tout cassé en termes de jeunesse, comme Mbappé est en train de tout casser en foot. Verstappen, Vettel, il a toujours des records de précocité. Donc ça marque quand même le personnage. Après, moi, effectivement, en termes statistiques, il est dans la légende, ça, c'est indiscutable. En termes d'impression, il manque quelque chose. Et pourtant, il y a le côté gentleman. Le problème, c'est que le tableau, il est le même il y a 7 ans. Il n'a pas bougé. Il y a quelques victoires en plus, il y a quelques pôles en plus. Il y a beaucoup de Grands Prix en plus. Mais pour moi, c'est peut-être une des meilleures demi-carrières de l'histoire. Mais une des meilleures demi-carrières. Et si tu quittes la F1 à l'époque comme Juan Pablo Montoya, par exemple, là, tu te dis... Il quitte la F1 en 2015, tu te dis, Sébastien Vettel, c'est une étoile filante. Qu'est-ce qu'il nous fait Sébastien Vettel. Peut-être ça qu'a fui Nico Rosberg aussi. Hein. Pour moi, je dirais qu'il y a 10 années formidables, parce que j'y mets quand même les premières années Ferrari. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison, jusqu'en 2018, et puis 4 années de trop, c'est évident. Et d'ailleurs, il a dit dans une déclaration qu'il commençait à se poser des questions sur sa fin de carrière depuis 2018. Et là, c'est incroyable. Il a pris la décision, on le sait, mercredi, juste avant, là, et hop, il annonce le jeudi. Il est vraiment, comment je dirais, il est vraiment étonnant, ce Vettel. Parce qu'effectivement, il a parfois des annonces qui sont pas rationnelles, je dirais. Voilà. Et donc, sa carrière n'est pas rationnelle. Parce qu'effectivement, on attendait mieux de lui. On attendait au moins un titre chez Ferrari. Et là, on ne se poserait même pas la question. S'il avait été champion en 2018, on dirait 4 fois, 5 fois champion du monde. Allez hop, ça y est, c'est formidable. Il est l'égal de Juan Manuel Fangio. C'est une légende. Là, on se pose la question. Et puis, la fin de carrière avec tout ce débat sociétal, encore une fois, que je respecte. J'ai pas, mais là, on est là pour parler de sport automobile. Et là, il n'y est plus. Quoi. Voilà. En fait, malheureusement, alors que cette image, moi, je la trouve absolument magnifique, c'est que Sébastien Vettel, ses 4 titres, il les remporte chez Red Bull, qui n'est pas, encore une fois, on dit pas une écurie de légende. Red Bull, c'est pas une écurie une écurie de Formule 1. Effectivement, c'est pas une écurie dans l'histoire de la Formule 1. Tel Williams, tel McLaren, tel Ferrari. Exactement. Effectivement, s'il remporte ses titres comme Hamilton chez McLaren, comme Fernando Alonso chez Renault, peut-être que... Mais là, effectivement, le fait que ce soit Red Bull, ça altère malheureusement peut-être le... mais attends, si Max Verstappen est champion 9 fois chez Red Bull, t'en diras quoi ? 9 fois. Si, avec mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur le côté marque de Canet. Mais s'il est champion du monde, s'il est champion du monde 9 fois chez Red Bull, ça veut dire qu'il passe quasiment toute sa carrière chez Red Bull et que il performe sur l'ensemble, sur la grande partie de sa carrière. Vettel, la première partie de carrière lorsqu'il quitte Red Bull, on en a parlé tout à l'heure, on va pas se répéter. Et si tu compares à Hamilton et Schumacher, tu auras Schumacher champion chez Benetton, qui arrive dans une écurie Ferrari complètement moribonde, qui participe à la reconstruction. Et il met quand même 5 ans à gagner. Et il met 5 ans à gagner, tout à fait. Bon, Lewis Hamilton, ça va un petit peu plus vite, mais il y a aussi également ce move. Voilà, c'est peut-être les comparaisons qu'on pourrait faire avec ces pilotes les plus contemporains. N'hésitez pas à nous donner votre avis, bien sûr, sur la carrière de Sébastien Vettel. Ça se passe bien sûr en commentaire. Et puis le pouce levé, ça c'est pour donner de la force, bien sûr, aux pistonnés qui essayent de vous proposer des programmes de grande qualité jusqu'à la fin de cette saison. On va parler de Jean-Luc Roy, notre invité tout de suite, bien sûr, c'est l'heure de l'entretien. Vous allez voir, côté culture F1, ça devrait fonctionner un petit peu. Jean-Luc Roy, notre invité aujourd'hui, expert F1 sur RMC Sport. C'est comme ça qu'il faut appeler ton rôle de consultant, commentateur, Oui, hybride. les deux, tout ce que vous voulez. Oui,
l'équipe des experts, c'est l'appellation sur AMC, j'en fais partie, et je commente les Grands Prix de Formule 1, effectivement, après avoir eu mon émission Motors pendant 17 ans et demi. 17 ans et demi, en effet, et je sais que vous êtes nombreux à nous regarder aujourd'hui et à avoir justement suivi ce rendez-vous du dimanche après-midi. Jean-Luc, comment est née ta passion pour les sports mécaniques? On ne va pas parler uniquement de sport automobile aujourd'hui. Je crois à tout petit. Alors, la première course à laquelle j'ai assisté, et malheureusement, elle était tragique. Et vous allez voir qu'elle a eu des conséquences mondiales. Alors là, je vous fais du teasing. Qu'est-ce qu'il a fait? J'habitais à l'époque Aix-les-Bains, en Haute-Savoie. Et il y a eu... Savoie. C'est chez moi. Haute-Savoie, Aix-les-Bains. Ah non, 73. Ah bon. Alors là, moi, j'étais petit. Un collab. Okay. Donc, à l'époque, il y a eu une course automobile près du lac. Il y avait un tracé, en ville bien sûr, ou enfin dans le parc, etc. Et malheureusement, cette course qui était une course de Formule 2 a été marquée par un drame absolu, parce qu'il y avait une passerelle pour le public qui surmontait le circuit, et cette passerelle a vrillé sous le poids du public, et c'est depuis que toutes les passerelles sont occultées sur tous les circuits du monde. Et oui, ça remonte à... Alors c'était 58 ou 59, là j'ai un trou de mémoire, bon, peu importe. Et donc il y a eu des morts, bien sûr, des blessés graves. Moi j'étais au bord du circuit avec mes parents, j'étais petit, et malheureusement on a évacué les personnes blessées et les corps, etc., qui passaient derrière. Et à la fois ce mélange alors de bruit, d'odeur, à l'époque les moteurs, ça sentait l'huile de ricin, ça sentait tout, les vibrations, parce qu'on les avait vus rouler avant, etc. Et puis ce drame, je crois que c'était un impact extrêmement violent, condensé, tragique, je dirais, mais qui m'a marqué à vie. Et puis après, comme je l'ai dit, le bonbon à 5 ans où je manque de m'étouffer en voyant passer une moto. Après, mon papa faisait de la moto, aimait beaucoup les sports mécaniques également. Je sais pas, c'est quelque chose qui me fait vibrer comme rien d'autre, vraiment rien d'autre, parce qu'il y a tout là-dedans. Pour moi, il y a tout. Il y a le sport, avec les règles du sport, l'engagement, il y a des vieux mots, le courage, vous voyez ce que c'est? Ouais. C'est un vieux mot. Et il y a le risque, il y a la vitesse, il y a tout ce qui est interdit aujourd'hui, ou en tout cas honni ou banni de la vie. Mais non, c'est comme ça. Et puis il y a cette dramaturgie, cet affrontement. Enfin, moi, je trouve ça absolument magnifique. Et pour moi, il n'y a rien au monde. Alors, je sais pas comment citer le début. Donc, j'ai commencé la moto, j'avais 14 ans, comme je disais. Et puis, on faisait des courses de quartier, comme on dit. Moi, j'ai jamais eu de mobilette, je suis passé à la moto directement. Et puis, on faisait des courses avec mes potes sur des circuits de karting désaffectés. Au Maroc, j'ai vécu près de Rabat. Bon, enfin, voilà, l'histoire, elle est très longue. Et j'ai toujours été passionné de ça. Je regardais les courses de moto à l'époque. Il y avait très, très peu de couverture. Et puis, les F1. Alors, mes héros, c'est Mike Haywood. Ouais. C'est forcément Giacomo Agostini. Mais il avait le matériel, etc. C'est Continental Circus, si vous avez vu le film, 69, un truc extraordinaire. J'avais 16 ans, moi, à l'époque. Et puis, Jim Clark, fantastique. Jim Clark, quand il s'est tué, je m'en rappelle, en 67, j'étais totalement effondré. Enfin, d'abord, toutes les morts de pilotes, et certainement affectées plus que d'autres, mais parce que je les ai connus. Mais non, voilà, c'est difficile de dire c'est à tel jour comme ça. Moi, c'est mon truc. Parlons de ta carrière un petit peu de journaliste. C'est vrai que le grand public, pas te découvre parce que tu commences déjà par la presse écrite, par la radio aussi également. Et il y a une chaîne qui arrive, c'est l'ancêtre, on va dire, de Canal+. Ça s'appelait la 5 à l'époque, c'était la Formule 1. Premier diffuseur de la Formule 1 d'ailleurs en France, si je dis pas de bêtises. Alors non, il y avait quelques Grands Prix sur TF1 depuis longtemps, mais qui étaient épisodiques à l'époque. Surtout Monaco, le Grand Prix de France, mais il n'y avait pas du tout tous les Grands Prix qui étaient retransmis, encore moins en direct. Il y avait un résumé dans le journal. Il y avait... Alors à l'époque, c'était la première chaîne, on va dire, qui s'appelait évidemment, qui était une chaîne d'État. D'abord, il y en a eu longtemps qu'une, après une deuxième. Donc voilà. Mais alors la 5 a beaucoup misé sur les sports mécaniques, ce qui a été absolument fantastique pour moi, évidemment, puisque j'ai commencé à y collaborer dès le début, dès le tout début du mois de mars 1986. Fondé par Berlusconi, c'est une drôle d'aventure quand même, la 5. Alors oui, alors là, il faudrait vraiment 2 heures pour tout raconter, et donc je vais pas le faire. Bizarre. Alors, en fait, c'est un jeu politique à l'époque. Enfin, là aussi, je vais y aller franchement. À l'époque, il y avait que les chaînes d'État, la 1, la 2, la 3. Et puis en 84, Mitterrand président permet à Rousselet, son ami, de créer Canal+, 84, chaîne privée qui a ramé, il faut le rappeler, pendant 2-3 ans. Et puis comme Mitterrand, qui est malin comme tout, sait qu'il va être battu aux élections législatives de 86 et qu'il va être obligé de nommer Chirac
de droite Premier ministre, eh ben, il lui met deux pots de banane sous les pieds, qui sont la 5 et la 6. Donc il décrète, il permet à des chaînes privées d'exister, mais comme il est malin, évidemment, dans la 5, il y a 2 actionnaires, il y a Jérôme Sédou, qui est très proche de Mitterrand, et puis il y a Berlusconi, qui est lui l'homme de la télé. Et à l'époque, on n'a aucun moyen technique, ou pratiquement à Paris, on va travailler à Milano, et à côté de Milan, dans les studios de Berlusconi. Et cette année-là, en 86, je couvre sur le terrain, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui ont fait ça, toute la saison de Formule 1 sur le terrain et toute la saison de Grand Prix moto. Énorme. Donc je passe ma vie et je repasse même pas par Paris. Pas de soleil, je file directement. Je peux dire qu'à la fin de la saison, je te raconte avec pas. la saison actuelle, je serait serai plus où impossible. j'habite. Ah ben, c'est ça. Alors il y a quelques fois évidemment les mêmes dates, mais c'est une année de folie. Bon, mais génial. C'était quoi l'esprit justement des retransmissions F1 à l'époque, si on doit comparer avec ce qui se fait aujourd'hui, sans dire que c'est mieux ou moins bien, mais c'était quoi les lignes éditoriales, c'est quoi les relations avec les pilotes que tu pouvais avoir? Déjà, on pouvait leur parler. Ouais. Et là aussi, c'est ça qui était fantastique. Hein. À l'époque, moi, j'ai des souvenirs de tous les pilotes. Faut pas non plus idéaliser, mais sincèrement, on leur parlait. C'est-à-dire que tu les attendais à la descente du motorhome et hop, tu leur glissais 2 mots. C'était on dit le one-to-one. Tu dois envoyer 12 000 mails, etc., et SMS. Non, là, le gars, tu l'attrapais. Tu avais tes potes ingénieurs ou tes potes machin qui disaient là, on n'est pas très bien sur ce coup-là. Bon, alors les infos, tu disais pas, mais tu l'avais. Il y avait une espèce de confiance et tu étais, j'aime bien ce mot des Américains, part of the show. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, en Formule 1, tu as ton pass, tu peux même plus voir les voitures. Enfin, on va pas, là non plus, c'était mieux avant, mais si, c'était tellement mieux. Moi, j'ai réalisé l'interview d'Ayrton Senna, c'est un des moments les plus forts de ma carrière, lorsqu'il signe, ça doit être la 15e pole à Estoril, donc avec la Lotus, la JPS, faut pas le dire non plus, John Player Special, avec son ingénieur Gérard Ducarouge. Et bon, c'est déjà une flèche, quoi. Hein, mais il est encore chez Lotus. Il arrive et à l'époque, nous, on est dans les stands avec mon caméraman et il s'arrête devant. Je me doutais qu'il allait faire la pole parce qu'il alignait les pôles. Et puis bon, je m'intéressais déjà beaucoup à ce pilote-là. Et il sort. Fait comme ça, Ducarouge arrive et tout, puis je lui fais... et il me connaissait déjà, parce que là, à l'époque, je l'avais déjà interviewé plusieurs fois. Et puis il me dit, OK, il enlève le casque, il enlève la cagoule. Et bon, question bateau, on connaît tout ça. Pour me lancer, je lui dis, alors, Ayrton, cette pole, comment ça s'est passé, toi, le truc? Et puis je lui dis, bon, après, je vais le relancer. Et non, parce qu'à chaque fois, ça me met les poils, parce que Ayrton, il a les yeux qui partent dans le vide, et il me débriefe son tour de qualif, comme il l'aurait fait à Ducarouge, qui était à côté, qui ne perdait pas une miette, en disant, voilà, je sors de la courbe, je sors du triple droite, là, comme ça, pile poil. Je mets l'arrière, là, j'ai le temps de regarder la roue arrière droite, ça va, la roue arrière gauche. Je freine à tel endroit, là, il y a une petite plaque blanche. Enfin, 8 minutes 32 de mémoire pour le tour de truc. Et à la fin, je lui fais merci Ayrton. Pas de question. On tire les chaînes, le truc immontable. Tu peux pas te dire, je prends le début, je prends la juste du kiff, là. Voilà. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je dis tout le temps. Quand tu as vécu ça, et que tu vois aujourd'hui le truc, la grille avec les fauves dedans, et puis, si... pas me faire mes amis, les porte-micros qui tendent, alors les Français, les Anglais, les Allemands, les machins. C'est pas le même monde. Et puis tu as l'attaché de presse derrière qui lui dit, bon allez, hop, c'est plus le même métier, c'est plus la même ambiance, c'est plus le même boulot. Voilà. Tu as collaboré aussi à une chaîne, alors on parle beaucoup de la F1 TV, qui est la proposition aujourd'hui de la Formula One. On choisit la caméra embarquée qu'on veut, on peut écouter bien sûr tous les teams radio, on est son propre réalisateur. Tu as participé à moi, ce qui était quand j'étais petit, je rêvais d'avoir ça chez moi, je sais pas si vous avez connu les gars, Kiosque. Kiosque, c'était à la fin des années 90, alors, 98, je dis pas la saison 97. La 97. Moi j'ai connu Kangaroo TV. Ouais. Ça vous dit quelque chose ou pas? Pas du tout. C'était un appareil que vous achetiez qui coûtait une blinde et sur lesquels vous pouviez choisir en top, comme un sorte de Minitel, lequel pilote vous pouvez suivre sur la transmission de la FOM. Ça coûtait une blinde, un abonnement monstrueux, il fallait aller recharger. Kiosque, on avait le choix des canaux. On avait le canal général où on regroupait, parce qu'en fait c'était réalisé en pyramide comme ça, et c'est Bernie Ecclestone, et c'est pour ça que je l'ai quand même bien connu. On a eu beaucoup de réunions, parce que c'est lui qui a investi là-dedans. Il a eu ce projet de dire, c'est très simple, plutôt que d'être tributaire des prestataires de services, c'est-à-dire des chaînes nationales plus ou moins bien réalisées pays par pays, moi je vais créer une entité qui va se déplacer dans le monde entier avec des types professionnels habitués à la Formule 1, et comme ça je vais donner un signal qui va être d'un haut niveau de qualité. C'est ça qu'on a modestement créé, contribué à créer. 25 ans avant. Et voilà, c'était en 96 qu'il a eu cette idée. En 97, il l'a mis. Et il a demandé au patron d'équipe de Formule 1 de contribuer pour financer tout ça. Ils ont dit non. Il a dit OK, je le fais tout seul. Il a mis l'argent.
on appelait ça le Bakersville, d'Eddie Baker, qui était son chef mécanicien chez Brabham, à qui il a demandé d'étudier une structure montable et démontable dans des délais absolument incroyables. Et c'était le cas. Il y avait 200 personnes qui travaillaient pour monter et démonter ce Barnum. C'était simple, il y avait 200 tonnes, 200 personnes, et c'était génial. Enfin, nous, c'était... Voilà. Et avec Patrick Tambay, avec toute l'équipe de Canal, Dominique Mignon, Patrice Guiton, je vais en oublier plein, mais on était une petite équipe, on était 5-6, on s'appuyait là-dessus. Et c'était génial. On était à l'antenne, tout ce qu'il y avait à montrer, on le montrait. Et en plateau, moi, je recevais tous les pilotes parce qu'on était collés au paddock, donc les pilotes venaient. Enfin, là aussi, c'était une époque fantastique. Et tu pouvais choisir ton canal. Donc, tu pouvais choisir les caméras embarquées, tu pouvais choisir les stands, tu n'avais que les stands. Tu pouvais choisir les datas, tu avais déjà les datas. Tu pouvais choisir la course en tête. Tu pouvais choisir les bagarres en paquet, parce qu'ils se concentraient. Tu te rends compte le boulot Enfin, c'est ahurissant. La régie de fou, quoi. 96, quoi. 97. Truc de fou. Exactement. Et c'était le début du numérique. Et donc, Canal avait signé les droits pour 70 pays à l'époque. Alors, ça a été fait en Italie, en Allemagne, en France et je crois en Suède. C'est tout. Mais ça a été une époque absolument fabuleuse. Est-ce que ça veut dire aussi que quelque part la Formule 1 à terme, et ce depuis longtemps, on fera fi du réalisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur sera son propre réalisateur, c'est-à-dire qu'on choisira la caméra qu'on veut. Est-ce qu'on n'en est pas déjà là déjà ? Alors, oui et non. Moi, j'ai bondi en direct sur RMC là, après l'accident du départ à Silverstone, parce qu'on ne nous a rien montré. Et ça, je trouve ça inadmissible. Parce que là, maintenant, voilà, le contrôle des images, il est là. Alors, effectivement, ça pouvait être grave, voire très grave. On avait deviné la sortie, on avait deviné la voiture sur le truc. Le temps de déterminer qui était impliqué, on a cru comprendre. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument monstrueux en termes d'information, qu'on cache les images jusqu'à ce qu'on ait sorti effectivement le pilote Zhou et qu'il soit indemne. Mais c'est la course automobile. Mais à force d'aseptiser, comme on le dit, mais on va arriver. C'est le contraire de ce qu'ils veulent prouver. C'est-à-dire, non, on est ouvert, on vous montre tout. Netflix, enfin, tout le monde parle là aussi. On peut en parler. Mais il y a une logique de business aussi où ils veulent montrer à des annonceurs que la F1 est un programme de divertissement, un spectacle, un show, et ils essaient de plus en plus d'aseptiser le motorsport et dangereux. On est bien d'accord. Mais oui, mais pour moi, c'est totalement inadmissible et c'est un changement fondamental de mentalité. Ah bah oui. Le sport mécanique est dangereux. Et j'allais dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça qu'on l'aime autant, parce qu'il y a une dimension supérieure par rapport à d'autres sports que je respecte infiniment. J'aime beaucoup le vélo, le cyclisme, mais il faut voir la vitesse à laquelle les gars... Toujours sur des roues. Christian Prudhomme, voilà. Je suis allé, grâce à lui, dans sa voiture de direction de course, je peux te dire que les descentes de col, avec les types qui ont des boyaux gros comme ça, les vitesses auxquelles ils sont et le pas de protection, c'est absolument fabuleux. C'est la moto, quoi. Enfin bon, bref, donc il y a plein de sports. J'aime beaucoup la boxe, le MMA, on va pas faire la liste. J'aime pratiquement tous les sports. Mais je veux dire, là, il y a une dimension supplémentaire qui est le danger. Tu risques ta peau, tu risques le maximum. Et ben c'est ça, les sports mécaniques. Si on veut gommer ça, pour moi, c'est plus des sports mécaniques. Puis surtout, ça va intéresser forcément moins de monde. Faut être cru, faut le dire. On n'attend pas l'accident, on n'attend pas la blessure, on n'attend pas pire du tout. Mais ça fait partie du spectacle, ça fait partie des sports mécaniques depuis qu'il y a des sports mécaniques. Voilà. On aime Jean-Luc Roy pour son côté justement franc-parler, pour son côté irrévérencieux. Il y a 3 aventures, on va dire, enfin 2 aventures professionnelles et la troisième qui est sans doute aussi également amicale en plus d'être professionnelle. Tu montes Motors Production, qui est une boîte de prod qui crée du contenu autour du sport automobile pour de grandes chaînes. Moteur Production, oui, t'as raison. 87, Moteur pour Production. produire des émissions pour la 5. Ça s'appelle Moteur Production. C'est une agence de presse audiovisuelle. Exactement. Il y aura Motors TV aussi également qui connaîtra un succès en France, mais aussi également notamment en Grande-Bretagne, un petit peu partout en Europe. 41 pays, exactement. L'émission Motors aussi également, on l'a dit, on en a beaucoup parlé, qui a été à l'antenne pendant 17 ans, un petit peu plus de 17 ans sur RMC. Ce fameux duo avec Patrick Tambay, est-ce que justement le côté indépendant, c'était obligatoire pour toi, c'est-à-dire de défendre une certaine ligne éditoriale et de ne pas te laisser imposer, entre guillemets, une façon de voir les choses et une façon de faire ton métier ? Je vais forcément répondre oui. Parce que dans la vie, on a souvent des choix à faire, effectivement. On aurait pu avoir une vie différente, une carrière différente, c'est sûr. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de pouvoir dire, penser d'abord, dire, s'exprimer librement ou pratiquement librement. Parce que la meilleure ou la pire des censures, c'est l'autocensure. Bien sûr qu'il y a des choses que, même là, vous pouvez me torturer, je ne vous dirai pas, mais que je pense quand même. Parce qu'il ne faut pas les dire, parce qu'elles seraient mal interprétées, ou alors il faudrait tellement les expliquer, donc je ne vais pas le dire. Donc,
Oui, bien sûr, j'ai préféré, entre guillemets, les médias qui me permettaient, et je rends hommage une nouvelle fois à RMC, jamais personne m'a rien dit jusque-là, sur quelque réflexion que ce soit, et pourtant pas toujours consensuelle et pas toujours bien pensante, mais c'est mon opinion. Si on me paye pour faire ça, c'est la raison pour laquelle. Alors après, oui, Motors TV, c'était effectivement la chaîne que j'avais créée, donc mes journalistes étaient totalement libres, et jamais je me suis permis, une seule fois, même si j'étais pas d'accord avec leur analyse ou leur opinion, de leur dire non, là t'as été un peu trop loin. Absolument jamais, ça me paraît inconcevable. Alors attends, je sacralise pas le métier non plus, hein, il faut pas tomber non plus dans le ridicule, mais c'est encore un métier qu'on peut pratiquer avec une certaine liberté. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai pratiqué, que j'ai plaisir, et puis le jour où ce sera plus le cas, je pense que je passerai à autre chose. Motors TV, on le rappelle, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, qui a aussi formé énormément de journalistes qui gravitent aujourd'hui, bien sûr, dans les sports mécaniques, et que vous avez l'occasion de retrouver, notamment sur les grandes antennes. Patrick Tambay, c'est quelqu'un d'important dans ta vie quand même. Ah, très très important. Patrick, d'abord, c'est un ami, donc on ne peut pas juger objectivement un ami quel qu'il soit. Et Patrick, c'est quelqu'un, au début des années 80, quand il y a eu jusqu'à 7 pilotes, vous vous en rappelez tous, la fameuse photo, etc., où ils étaient tous réunis, ouais. Ça a été très fugitif, les 7, mais il y en avait beaucoup. Il y avait donc, je ne vais pas tous les citer, Pironi, Arnoux, enfin, etc., Prost, bien sûr, Jabouille, etc. Et Patrick, j'ai toujours trouvé que c'était un gentleman, un type qui avait une tenue, qui avait la classe, qui était intelligent, qui était brillant, qui était enthousiasmant. Carrière aux États-Unis, en Can-Am, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que je l'ai dit, pour moi, les États-Unis, c'est un des paradis des sports mécaniques. Donc, sur des circuits dangereux, avec des voitures monstrueuses. Les Can-Am de l'époque, ça faisait 1000 chevaux. Hein, c'était les McLaren avec les ailerons et tout. Enfin, c'était démentiel. Et donc, quand je suis arrivé en Formule 1 professionnellement, à l'époque pour la 5, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, en 86, j'avais donc une émission qui s'appelait Grand Prix, qui était présentée d'ailleurs par Hubert Auriol à l'époque. Et donc, moi, je suivais les Grands Prix de Formule 1 et la moto, et je voulais faire un sujet, aussi rien de très original, mais il faut bien, avec un pilote que je prenais à son hôtel et avec qui je vivais toute la journée du dimanche, quoi qu'il arrive. Et j'avais choisi Patrick Tambay. Donc, Patrick, je l'interviewe plusieurs fois, puis je lui dis, et on était parti pour faire ça à Monaco, à un moment. Et il me dit, non, Monaco, je le sens pas trop, en plus, Monaco, c'est particulier, Monaco, c'est dangereux. Je ne sens pas. De fait, c'était, il ne le savait pas lui non plus, la dernière saison avec Haas, Béatrice Haas, Ford, en compagnie d'Alan Jones. Et là, il a un accident terrible à Mirabeau, où il met sur le tonneau et il est à 10 cm de passer de l'autre côté. Et il y a un trou d'environ 15 ou 20 mètres, donc c'était pas bon. Donc ça se termine là. Donc il me dit non, à Monaco, on le fera plus tard. Et puis après, je l'appelle à l'hôtel, il me dit, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas le faire là. Je lui dis, ouais. Bon. Et je lui dis, Spa, génial, parce que Spa, circuit fabuleux, décor fabuleux, les pilotes habitent dans le village à côté, viennent à pied. Elle me dit, d'accord, Spa, donc on fait ça. Et donc, effectivement, je vais le chercher à son hôtel, enfin, on déjeune ensemble, on le suit et tout. Et alors là, pareil, des personnalités, on pourrait parler 2 heures, mais des personnalités des pilotes auxquelles tu ne t'attends pas. Parce qu'on arrive au moment d'entrer sur le circuit, il y a donc des commissaires, normal, belges, il y a le public, il lui fait signer, etc. Il y a le caméraman, on suit, moi je suis... on ne voit pas dans le champ, hein. Et puis là, il essaie de rentrer. Et le belge lui fait, non, votre passe. Et il fait, non. Vous connaissez. Le belge, il fait non. Et donc, il commence à s'arsouiller. Alors, on a l'image, il commence à s'arsouiller, à s'insulter et tout. Il passe sans le passe. Je regarde, je dis, pourquoi t'as pas sorti le pass? Il me dit, ça me fait monter l'adrénaline. Donc, voilà, tu t'attends pas à ça de Patrick Tambay. Si, après, il avait le pass et tout. Alors là aussi, l'histoire s'est malheureusement terminée très tôt parce qu'il a abandonné, il a été pris dans un accrochage juste après le départ, dans la première épingle à droite, tu vois. Donc, voilà, donc là aussi. Et la dernière image du sujet, qui faisait une quinzaine de minutes, c'est que il sort de sa voiture qui s'est buniée, ils sont 2 ou 3, il traverse la piste en courant, il est en train de marcher, alors pareil, tu lances le truc, je lui dis, alors tu te tournes déjà vers Monza, il me dit, oui, qu'est-ce que je fasse? On termine. Voilà. Et donc après, l'amitié. Et donc après, nous avons commenté, on n'a jamais compté ni l'un ni l'autre, mais on a commenté environ 350 Grands Prix ensemble pour Kiosque et puis pour RMC.
Exactement. Et tu as continué avec son fils après, Adrien Tambay, bien sûr, avec qui tu as continué. Ouais. Il y a un aspect intéressant, tu parlais de Gentleman Driver sur moto. Alors, tu as fait le bol d'argent notamment, l'enduro du Touquet. Moi, je me suis toujours dit que les mecs qui faisaient l'enduro du Touquet étaient des cinglés notoires. Excuse-moi, Jean-Luc, j'ai énormément de respect pour toi. Faut débrancher, faut débrancher. C'est exactement ça. Il y a les 24 heures du Mans et il y a l'amour aussi pour le Paris-Dakar. Et c'est vrai que c'est impossible de ne pas te poser cette question. Ce drame de 1986, cet accident d'hélicoptère qui va emporter notamment Thierry Sabine et aussi également Daniel Balavoine. Cette anecdote que peut-être certains jeunes ne connaissent pas parmi ceux qui nous regardent, tu devais monter dans cet hélicoptère. Et au dernier moment, tu vas céder ta place à Daniel Balavoine. Oui, alors là aussi, il faut replacer dans le contexte. Bon, Daniel est devenu un de mes copains. En fait, en 82, parce qu'à l'époque, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Auto Loisirs, et donc j'ai déjà participé à 2 Dakar en voiture de presse, et à l'époque, on suivait pour Moto Revue, pour être précis, j'étais journaliste moto, et puis après, j'ai continué, j'ai été concurrent en 82 au Dakar, et l'attaché de presse de Daniel, Geneviève Salama, m'appelle et me dit, voilà, Daniel va participer au Dakar, c'est un secret à l'époque, faut pas le dire, mais il veut se renseigner, il veut rencontrer des gens qui ont fait le Dakar et dont il pense, et il a bien aimé vos papiers et tout, mais bien sûr, j'aime bien ce qu'il fait, on y va. Et donc, elle organise le déjeuner, et puis le déjeuner, on finit à 6h du soir, au bout de 5 minutes, on est copains comme cochons, je me rends compte que pareil, c'est un type génial, évidemment, qui pense ce qu'il dit ce qu'il pense, enfin tout ce qu'on sait de lui, qui est d'une honnêteté scrupuleuse, qui est un vrai passionné, il aime la course, il connaît pas l'Afrique, il rêve d'aller en Afrique, etc. Bref, et on se quitte en disant, il me dit, je peux te rappeler, évidemment, quand tu veux. Et donc, avant cette participation qu'on ne fait pas ensemble, à l'époque, mon copilote, c'est François-Xavier Baudet, à qui je rends hommage aussi, qui a disparu dans un accident d'avion en 88, et qui a été mon coéquipier aussi après. Et donc, Daniel part, alors avec un Nissan Patrol à l'époque, malheureusement pas très bien préparé. Et dans l'équipe qui est en train d'être montée de manière un peu artificielle par un affairiste, c'est le mot, parce que le gars se dit, je vais réunir un chanteur, Daniel, un pilote, Bernard Darniche, une athlète qui était, alors je me souviens plus de son nom, mais une sauteuse en hauteur, très jolie, bien sûr. Bref, il voulait faire un amalgame et attirer les sponsors. Et puis je vois que c'est un attrape-couillon, il n'y a pas d'autre mot. Et moi, pareil, avec mon franc-parler, je lui dis, écoute Daniel, là ils sont en train de te pigeonner, ils vont servir de toi pour avoir des sponsors. Il me dit, écoute, j'ai compris, j'ai déjà dû envoyer des sous, etc. Parce que les sponsors n'arrivent pas, mais j'ai tellement envie de le faire. Je lui dis, c'est comme ça, vas-y. Et de fait, la voiture est tellement mal préparée qu'il abandonne dans la première étape. Mais à toute chose, évidemment, il y a son bonheur, c'est que après, il regagne Dakar par le chemin des écoliers, comme le font tous les gens qui ont abandonné en Afrique, parce que c'est là que tu rembarques les voitures pour rentrer en France, etc. Et donc, on se revoit régulièrement et on projette de courir ensemble plus tard, lui avec ses tournées, ses trucs. Et donc, ce sera 85 avec le Toyota. Donc, Daniel, c'est d'abord un pote. Alors, pareil, on ne se voit pas tous les 4 matins parce qu'il a sa carrière qu'on connaît et puis ça explose vraiment pour lui. Et moi, j'ai mon boulot qui me prend beaucoup. Mais on est vraiment très, très proches. Je suis toujours très, très proche avec Bernard, son frère. Enfin bon, passons. Et on en arrive malheureusement à cette édition tragique de 86 où là, ils ont monté une organisation avec Thierry Sabine qui s'appelle Paris-Dakar, Paris du Cœur, parce que Daniel avait été extrêmement choqué par la pauvreté, bien sûr, en Afrique et le manque d'eau. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter de l'eau dans les villages les plus reculés, surtout qu'il y a un fleuve magnifique, le fleuve Niger, qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest. Et on se dit, on s'est arrêté plusieurs fois pour donner une gourde à des gens au bord, mais c'est dérisoire et c'est ridicule, mais c'est mieux que rien. Et donc Daniel se dit, il faut aller plus loin, avec Thierry. Thierry qui était évidemment un grand amoureux de l'Afrique aussi. Et donc il profite, entre guillemets, de l'organisation du Dakar pour emmener des pompes lors de cette édition 86. Et Daniel, qui est donc, il vient de sortir l'Aziza, etc., enfin, il est au top de sa carrière. Et il peut venir quelques jours sur le Dakar, il arrive à Agadez, et d'ailleurs on se revoit, on ne s'est pas vu depuis quelques semaines, donc là on passe ensemble à dire coup, etc. Et après Thierry lui dit, je t'emmènerai dans l'hélico pour te permettre de vivre une étape de manière fantastique, parce que l'hélico évidemment au Dakar on est partout, et Thierry doit être partout.
Les étapes du Ténéré sont terribles parce qu'il y a beaucoup d'accidents assez graves de Véronique Anctil qui est défigurée, du Belge de Ladrière qui est touché au cervical, malheureusement Jean-Michel Baron qui reste 20 ans dans le coma, etc. Bon, donc c'est dramatique, donc il ne peut pas l'emmener. Je suis désolé, c'est un peu long, mais... Non, mais on veut tous les détails, justement. Donc je vais raccourcir. Et on dîne ensemble donc à Niamey le 13 janvier au soir, avec Roger Kalmanovitz, qui est un des bras droits aussi, un petit comité, avec Fix, François-Xavier, etc. Et puis Thierry, cette année-là, j'ai écrit un bouquin, qui est mon 3e bouquin sur le Dakar, que j'écris pendant le rallye. Et l'intérêt de ce bouquin, c'est d'avoir écrit à 2 mains, écrit par moi bien sûr, en recueillant les impressions de Thierry Sabine. Donc la vision de l'organisateur et la vision du journaliste que je suis. Je ne suis pas concurrent cette année-là pour cette raison-là. Et donc, moi, je voyage à un petit avion, un petit Twin Otter qui va partout. Et donc, Thierry me dit, est-ce que tu viens à Gao demain? Et Gao est une demi-étape. C'est la seule fois dans le Dakar où il y a eu une demi-étape. Parce que le parcours était tellement difficile que Thierry voulait compter ses ouailles à la demi-étape avant de les lâcher. Il y avait un vent de sable effroyable, comme on le sait. Et donc... je dis oui, je me pose à Gao, parce qu'avec le Twin Otter, on va partout. Nous, on se pose sur 100 mètres, il n'y a pas de problème. Il me dit, je te récupère et je t'emmène dans l'hélico à Gourmaraous, où il n'y aura que les concurrents, parce qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de piste. Il y aura nous, les organisateurs, et les concurrents. Et on aura le temps de parler. Je dis, génial. Et puis en arrivant à Gao, bien sûr, là aussi, on va chercher l'info. Donc qu'est-ce que je fais? Je loue un taxi brouge, je descends au fleuve, je loue une pirogue, je traverse le fleuve, et après je cherche l'arrivée. C'est pas le Tour de France, hein. Et là, je vois un véhicule de l'organisation, un Toyota qui est là. Et les gars, ils me disent, c'est où l'arrivée? Je dis, les gars, c'est là. Donc, hop, on installe l'arrivée, toujours vent de sable, terrible. On entend un hélico, sans le voir, c'est l'hélico de Thierry qui arrive, qui se pose, et qui est tout excité, Thierry, parce que c'est une étape très difficile. Comme il dit, pas par plaisir, pas par sadisme, mais parce que ça permet aux gens de dépasser, et ça, c'est une expérience qui m'a servi toute ma vie. On se dit, quand on a fait ça, on peut tout faire. Il n'y a pas de problème. On a trouvé en soi-même des limites. On a repoussé ces limites, vraiment, de fatigue, de tout ce qu'on veut. Et puis, on était vraiment perdus dans le désert à l'époque. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. On naviguait à la boussole, au compas et avec des cartes. Donc, c'était bon. Et donc... je trouve l'arrivée, Thierry se pose, il est tout excité, et là je lui dis, attends, t'es là, je suis là, on n'a rien à faire, il n'y a personne, hop, on y va. Donc je commence à lui poser les questions que j'avais commencé à lui poser la veille, mais il était trop fatigué pour me raconter. Il me raconte tout, et puis à l'issue de ça, je lui dis, écoute, si tu veux emmener quelqu'un d'autre, comme ça, n'hésite pas, moi je laisse ma place, je monterai plus tard, je suis déjà monté, etc. Et là, Thierry me dit, tu penses à quelqu'un? Je lui dis oui, et il y a Daniel qui est là, tu l'avais promis, il n'a pas pu monter. Et on se quitte, lui... Après les premiers concurrents, il décolle avec son hélico, en 10 minutes, il est au terrain. Il va après donner le coup d'envoi du match de foot, etc. Et moi, je remets 2 heures à descendre à pied, à louer une pirogue, à reprendre un taxi brousse. Et au moment où j'arrive sur le terrain, je tombe sur Daniel, qui est arrivé aussi, ce que je ne savais pas non plus, puisqu'on ne s'est pas vu, et qui me dit, t'es sûr, ça t'emmerde pas? Je lui dis, non, vas-y. Moi, de toute manière, je pourrais remonter plus tard. Je l'ai déjà fait avec Thierry et c'est bon. Et donc, en fait, Thierry perd du temps, malheureusement, à cause du cérémonial, du départ. Et puis, le jour en train de tomber, le vent de sable est épouvantable. François-Xavier Bagnoud presse Thierry de décoller. Et donc, sur une dernière connerie, je ferme la porte de l'hélico et malheureusement, il se produit ce que l'on sait. Et l'hélico, en fait, s'est posé à 22 km de l'arrivée de l'étape parce qu'il n'y voyait plus rien. Thierry a arrêté Pierre Lartigue, dont je vais être le coéquipier l'année d'après, parce que Pierre est un copain et il me demande de l'accompagner dans la Lada d'usine. Et en fait, il lui dit, on ne peut pas continuer, demandez à envoyer une voiture pour nous chercher. Et là, quand Pierre arrive à l'étape, il dit, l'hélico est posé, ils sont à 20 bornes d'ici, et donc... Bernard Didlot, le PDG d'Africa Tour, dit « Ok, je décharge un des gros Toyota, qui ont chargé ras la gueule évidemment, et je vais les chercher. » Et puis, malheureusement, pour une raison qu'on ignorera toujours, l'hélico redécolle. Alors, toutes les hypothèses sont bonnes. La première, la plus simple, étant que Thierry se soit impatienté en disant « Bon, on est posé depuis 30 ou 40 minutes, j'en ai marre, on y va. » Et on va suivre une voiture comme ça. Ce qu'ils font. Et ce que Thierry avait fait l'année d'avant, quand j'étais avec Daniel, voilà, cette image, on l'a tous, à tel point que dans la voiture, tu entends le bruit de l'hélico. C'est-à-dire qu'il est 5 mètres au-dessus de toi, et il se guide sur tes feux rouges que tu as à l'arrière, qui te permettent, même en plein jour, c'est la seule chose que tu vois des voitures que tu rattrapes pour essayer de les dépasser. Et donc, il navigue comme ça, au-dessus d'un Mitsubishi qui est piloté par 2 copains dentistes de Nice, Belvez et Giraud.
Et bon, la nuit est tombée, et malheureusement, à un moment, le Mitsu rentre dans une zone de fèche-fèche, doit partir à gauche, et l'hélico se trouve projeté devant. On est à 70-80 km/h, pas beaucoup plus. Et malheureusement, le pilote a ce qu'on appelle une perte de référence. Et c'en est terminé. Jean-Luc, déjà merci pour tous ces détails et pour nous avoir raconté cette anecdote. Il y a tellement de conneries qui ont été racontées par des gens qui n'étaient même pas sur place. Donc. C'est pour ça qu'on voulait justement te poser cette question et avoir la vérité par rapport à tout ce qui peut être dit aujourd'hui. Revenons à quelque chose un livre, je pense, qui nous a aussi marqué ces dernières années. Il faut sauver le soldat F1, sorti aux éditions. J'ai un doute, je l'avais. Alors, c'est l'édition Michel Hommel, c'est l'édition de l'Autodrome. De l'Autodrome, voilà, exactement. Voilà. Bouquin sorti en 2018. Pourquoi ce bouquin est intéressant ? Parce que tu pars du constat de la perte de vitesse, de la popularité autour de la Formule 1, de l'intérêt même qu'il y a à suivre la Formule 1, et tu proposes, toi, ton plan pour sauver la Formule 1. Et ce qui est fou, c'est que ce bouquin sort en 2018. Le postulat, bien sûr, est né aussi du post-2014 avec l'introduction des V6 hybrides, etc. La perte d'émotion, on en a parlé bien évidemment tout au long de cette émission. Et à la fin, en fait, quelques mois plus tard, il va y avoir Netflix avec cette série Drive to Survive, la Formule 1 qui revient avec une certaine hype. Il va y avoir le Covid où la Formule 1 prend aussi également beaucoup la lumière parce que c'est la première discipline à repartir dans le monde, à montrer l'exemple. Il y a aussi également le confinement avec la jeune génération qui se retrouve à réapprécier la Formule 1 parce qu'il y a les jeux vidéo, il faut passer le temps, etc., etc. Par rapport au constat que tu livres justement sur la Formule 1 de l'époque et par rapport à ce qu'elle est devenue après la sortie de ce bouquin, quel est ton regard sur l'évolution de la F1 ? Est-ce que tu te satisfais de cette hype et surtout, qu'est-ce qu'il faudra encore changer pour toi ? Alors c'est pareil, tellement vaste de questions, mais enthousiasmant, voilà. Bon, alors effectivement, c'était un constat à l'époque parce que la Formule 1 perdait vraiment beaucoup de popularité. Ça devenait vraiment quelque chose de tellement complexe, avec là aussi des règlements tellement compliqués, auxquels nous-mêmes, il faut le dire crûment, n'entendons parfois rien. C'est tellement technique, puis le règlement, il est épais comme ça. Ouais. Alors, on le lit en travers pour avoir les grandes lignes. Et en plus, ça change en cours de saison. Donc, bon, c'est absolument impossible, il faut le dire crûment aussi, de tout connaître, surtout quand il se passe un truc et qu'on a changé le Grand Prix d'avant, ou même à celui-là, bon, peu importe. Donc, moi, je pensais simplement qu'il fallait revenir aux fondamentaux, comme en rugby, tu sais, les fondamentaux, toujours. C'est-à-dire que c'est du sport mécanique, avec des gens qui s'affrontent, avec des mécaniques. Donc ça doit être le plus simple possible, le règlement, et puis les vraies valeurs du sport. Encore une fois, le courage, l'engagement, l'affrontement, le professionnalisme, le respect, bien sûr, de l'adversaire. Enfin, là aussi des valeurs qui pour moi sont intangibles, quel que soit ce que l'on pratique. Et donc quelque part je m'attaquais d'abord à cette langue de bois qui m'horripile dans tous les domaines, mais particulièrement dans celui que j'adore, de voir la bien-pensance s'imposer partout sans arrêt. Je ne vais pas commenter toutes les manifestations que la Formule 1 se sent obligée maintenant. Alors, le dernier en date, vous l'avez vu comme moi, c'est le clip avec tous les pilotes, l'harassement. Bien sûr que oui, mais enfin, on enfonce des portes ouvertes. Est-ce que la maladie, c'est mal ? Oui. La guerre, oui, c'est vilain. Mourir, c'est pas bien. Enfin bon, je veux dire, c'est presque pour moi enfantin. Mais bon, c'est pas grave, ça donne bonne conscience à tout le monde. Plus important, et là j'adhère totalement, on a remis des monoplaces qui peuvent s'attaquer, qui peuvent se battre, et les pilotes vraiment sont les premiers. Il faut toujours les écouter, c'est eux qui ont raison. C'est pas de la démagogie, mais c'est vrai, c'est eux qui sont dedans et qui les utilisent. Ils disent bah oui, maintenant on peut se rapprocher, on peut se battre, on le voit bien. On voit bien qu'on a le Grand Prix de Hongrie, comme on disait, on peut pas dépasser. Bah si, on peut arriver à dépasser, puis il se passe des trucs, et puis ailleurs aussi. Donc ça c'est extrêmement bien. Ensuite, simplifier toujours tout ce qui est simplifiable. Ne pas rajouter, comme dans l'administration française, des couches sans jamais rien supprimer. Non, il faut que ce soit limpide. Si on veut que ce soit populaire, il faut que ce soit clair et limpide, etc. Et puis je te dis, moi je voudrais un peu plus de spontanéité également dans les déclarations. Aujourd'hui, c'est trop filtré, c'est trop aseptisé, je dirais. Alors, c'est formidable, Netflix, ça a permis notamment à des gens jeunes d'accéder à la Formule 1, ça c'est fantastique. Même si pour moi c'est un roman, c'est une série télévisée. Complètement. J'ai regardé la première, pour être clair, j'ai regardé le début de la deuxième, j'ai dit bon, ok, c'est bon, mais c'est rigolo. Et puis on s'en fout du moment que ça permet à des gens de venir à la Formule 1, de regarder des vraies courses et puis de comprendre après ce que c'est. Il y a le méchant, il y a le gentil, il y a le machin, il y a l'heure. Bon, c'est caricatural. C'est une série télé, quoi. C'est tout, hein, ni plus ni moins. Avec un fond de vrai, avec une reality show. Bon. Ok, why not ? Mais c'est pas plus que ça. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait énormément de spécialistes qui ou découvrent des choses ou apprennent des choses. Mais bon, c'est rigolo, ça a le mérite d'exister, puis ça a amené plein de gens. Donc, je suis pas
Et là aussi, ma conclusion dans le bouquin, je m'en souviens très bien, c'est pas de dire c'était mieux avant, c'est de dire ça peut être beaucoup mieux demain. Voilà ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des leçons du passé qu'il faut conserver. Et puis, ça reste un sport mécanique. Donc avec de la mécanique, on doit la voir, on doit l'entendre, on doit la sentir, elle doit vibrer. Pour moi, c'est presque vivant. Enfin, je ne veux pas être trop dithyrambique et trop allégorique, mais c'est vrai. Un engin à moteur qui délivre ses performances, c'est fantastique. Alors, qu'on travaille maintenant sur le carburant, par exemple synthétique pour 2026, génial, là aussi. Si on peut se sortir de ces éternels débats sur l'empreinte carbone, et c'est super. Carbone, par parenthèse, on voit maintenant les boules de carbone qui s'échappent des freins. Là aussi, il va falloir faire quelque chose un jour. Ou les boulettes de gomme, bon, là aussi, on peut peut-être travailler ces dossiers-là. Alors, c'est pareil, c'est de la façade, hein, ça ne va pas changer le monde. Mais je veux dire, pourquoi pas? Donc, oui, c'est un vaste chantier, la Formule 1, mais essayons de garder les fondamentaux. Voilà, c'est... Merci beaucoup Jean-Luc, en tout cas de ta générosité. Désolé, j'ai été un peu long. Non, on prend le temps. On prend le temps justement dans les pistonnets. Tu sais, maintenant les formats sont tous courts, il faut aller vite, il faut être synthétique. Ce n'est pas notre manière de faire. En tout cas, bravo à vous, et c'est du fond du cœur d'avoir... J'ai bien compris l'opinion que vous avez, la libre pensée, et surtout gardez-la tout le temps, parce que ça c'est extrêmement important, et la libre expression. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'indépendance aussi. Et c'est pour ça. Merci beaucoup Jean-Luc d'être venu jusqu'à nous. Peut-être des projets de bouquins à venir, des choses J'en ai toujours plein dans la tête. Alors pour tout dire, je fais appel à un éditeur. J'ai un bouquin écrit sur la moto, sur les grands prix moto. Alors, sous un angle un peu différent, ça paraît au départ sur les accidents et les blessures. Mais ce n'est pas du tragique, c'est le courage que ces gens-là ont. Moi, je les place au-dessus de tout. Parce qu'eux, il n'y aura jamais de protection à 100%, et on le voit bien. Donc, les pilotes moto, pour moi, c'est tout à la fois. Ils sont des marins au long cours, des équilibristes, tout ce qu'on veut. C'est tout plus. Ça coche toutes les cases. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc, d'avoir été avec nous. Et j'en profite parce que Stéphane Brun est l'un des producteurs de cette émission, First Team, bien sûr, dans lequel il est impliqué aux côtés d'Erwan et Thomas. N'hésite pas à lui faire des petits tours sur ta superbe moto, hein, et lui faire un petit peu peur à notre grand Stéphane Brun, ça, et puis à filmer. Stéphane, si tu nous écoutes, tu es bien sûr le bienvenu. Voilà, un gars super. Exactement, un gars super. Tu as bien raison. Comme Erwan Abotret et Thomas Dufan, qui nous ont permis bien sûr de lancer cette émission. Polo Harrer aussi également en régie, Tom Chiaravino pour préparer ces sujets, et puis bien évidemment nos deux garçons polémistes, non j'aime pas, chroniqueurs, je n'aime pas non plus, mais en tout cas ils font le sel et les piments des pistonnets de journalistes. Hamza Ramani et monsieur Brice Germain, merci pour cette première partie de saison, les gars. Bonnes vacances. Bonnes vacances. On revient, moi je vais dormir un peu. Le juillettiste est là aussi. C'est 9 heures de route. Hein. Exactement. Merci à tous les deux pour cette première partie de saison. On se retrouvera bien évidemment pour le Grand Prix de Belgique. Ça se passera du côté de Spa. Dernier week-end d'août. D'ici là, profitez si vous êtes en vacances et bon courage si vous continuez à travailler. Restez fidèles aux pistonnets, c'est bien là le plus important. Salut les amis et à très vite. Salut.